Les doigts de Clara ne cessaient de trembler alors qu'elle serrait son nécessaire à couture contre sa poitrine. La diligence l'avait laissée là, abandonnée au milieu d'une tempête de neige de Noël, avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et un sac d'aiguilles. La porte du ranch s'ouvrit. Trois enfants la regardaient fixement, les yeux vides. Leurs vêtements étaient en lambeaux. Leur mère était morte. Et l'homme derrière eux regardait Clara comme si elle était un problème qu'il ne pouvait pas se permettre. C'était le cas, mais la tempête avait d'autres plans. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez cette histoire jusqu'à la fin. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous jusqu'où notre histoire s'est propagée. Le conducteur de la diligence ne la regardait pas. Clara Jane Whitmore connaissait ce regard. Elle l'avait vu sur le visage de son père le jour où il lui avait dit qu'elle n'était plus sa fille. Elle l'avait vu sur le visage de son fiancé lorsqu'elle avait refusé d'abandonner son aiguille et son fil pour son nom. Les hommes détournaient le regard lorsqu'ils s'apprêtaient à faire quelque chose de honteux. Monsieur Brennan. Clara garda une voix calme. La neige s'intensifie. Je le vois, madame. Alors pourquoi nous arrêtons-nous? Le conducteur fit s'arrêter les chevaux. Le vent sifflait à travers la toile qui recouvrait la diligence et Clara serra son nécessaire à couture contre ses côtes. Tout ce qu'elle possédait se trouvait dans ce sac, 10 ans de travail. 10 ans passés à prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Il y a un ranch plus loin. Brennan se retourna enfin, mais son regard glissa au-delà de son épaule. Chez Thornton. Vous attendrez là que la tempête passe. Attendez que... Clara eut un serrement d'estomac. J'ai payé pour aller à Helena. Je commence mon travail de couturière dans 3 jours. Il n'y aura plus de Helena si nous continuons. Il était déjà en train de descendre du siège du conducteur. Une tempête comme celle-ci tue les chevaux, tue les gens. Je ne vais pas mourir pour votre travail, madame. Clara attrapa son bras. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Regardez-moi. Il la repoussa, détela le cheval de tête et se hissa sur son dos. L'autre cheval hennait en signe de protestation, mais Brennan se dirigeait déjà vers la ville. Monsieur Brennan, Thornton est un homme honnête. Sa voix était à peine audible dans le vent. Il vous accueillera, Monsieur Brennan. Mais il était déjà parti. La neige l'avait englouti, et Clara se retrouva seule sur une route gelée du Montana, avec pour seule compagnie son nécessaire à couture et la certitude grandissante que Dieu avait un sens de l'humour cruel. Elle se mit à marcher. Le vent la frappait comme des coupes de poing. La neige s'engouffrait dans ses yeux, sa bouche, les interstices de son manteau usé. Elle avait dépensé ses derniers sous pour acheter ce billet de diligence, pariant tout sur un nouveau départ à Helena. À présent, elle ne voyait même plus la route. Bonjour. Sa voix était faible et fluette. Elle détestait la faiblesse de sa voix. Il y a quelqu'un? Rien. Seulement la tempête, le froid et l'engourdissement croissant de ses doigts. Clara continua à marcher. Un pied, puis l'autre. La neige lui arrivait désormais au-dessus des chevilles, et ses bottes, des bottes de ville, des bottes stupides, étaient déjà complètement trempées. Elle pensa à Philadelphie, à l'atelier chaleureux où elle avait passé 10 ans à coudre les rêves d'autres femmes dans de la soie et du satin, des robes de mariée, des robes de chambre, des tenues de baptême pour des bébés qu'elle ne tiendrait jamais dans ses bras. Elle pensa à la lettre qu'elle avait reçue 3 semaines auparavant. Le propriétaire avait vendu l'immeuble. Le nouveau propriétaire voulait utiliser l'espace pour y installer une usine. 10 ans de travail, et on lui avait donné 30 jours pour disparaître. Bonjour. Son pied se prit dans quelque chose. Elle tomba lourdement, ses mains s'enfonçant dans la neige qui brûlait comme du feu. La trousse à couture lui échappa des mains. Non, non, non. Clara se précipita pour la rattraper, ses doigts fouillant la neige blanche. La trousse contenait tout. Le dé à coudre de sa mère, ses meilleures aiguilles, la dernière photo de la femme qui avait cru en elle alors que personne d'autre ne le faisait. Sa main se referma sur le cuir. Elle retira la trousse et la serra contre sa poitrine, haletante. C'est alors qu'elle vit la lumière, faible, vacillante, mais bien réelle, provenant d'une fenêtre à une centaine de mètres devant elle. Clara se releva et se mit à courir. La maison du ranch émergea de la tempête comme un navire sortant du brouillard. Clara se jeta contre la porte et la martela de ses poings gelés. « S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un? » « S'il vous plaît, des pas, lourds et lents. » La porte s'ouvrit et Clara faillit tomber à l'intérieur. L'homme qui la rattrapa était grand et buriné,
âgé d'une quarantaine d'années. Ses mains rugueuses la stabilisèrent, et ses yeux gris, comme la tempête dehors, étaient plus méfiants qu'accueillants. Qui diable êtes-vous, Clara Whitmore? Ses dents claquaient si fort qu'elle pouvait à peine parler. Le conducteur de la diligence m'a laissé ici à cause de la tempête. Brennan. L'homme serra les mâchoires. Ce fils de pute. Il s'arrêta, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu es blessé, juste frigorifié. Tellement frigorifié. Il la tira à l'intérieur et ferma la porte pour la protéger du vent. La chaleur envahit Clara comme une vague et ses jambes faillirent se dérober sous elle. « Papa » dit une voix d'enfant. Clara se retourna. 3 visages la regardaient depuis derrière un canapé usé. L'aîné était un garçon, peut-être 11 ans, avec les yeux gris de son père et une mâchoire trop serrée pour son âge. L'enfant du milieu, un autre garçon, plus petit, plus brun, la regardait sans cligner des yeux. Et la plus jeune était une fille de 5 ou 6 ans, avec des cheveux bruns emmêlés et une robe qui lui arrivait aux genoux. Aucun d'entre eux ne souriait. Ce n'est pas grave. La voix de l'homme s'adoucit légèrement. Une dame s'est faite surprendre par la tempête. Elle restera jusqu'à ce que ça passe. Je ne veux pas m'imposer, commença Clara. Vous n'avez pas le choix. Il se dirigeait déjà vers le feu, rapprochant une chaise des flammes. Asseyez-vous avant de mourir de froid debout. Clara s'assit. Son corps était transi de froid et ses doigts semblaient morts au bout de ses mains. Elle les glissa sous ses bras et essaya d'arrêter de trembler. L'homme disparut et revint avec une couverture. Il la posa sur ses épaules sans cérémonie. « Je m'appelle Caleb Thornton. Voici mes enfants, Jake, Ezra, Rosie. » Le plus âgé des garçons hocha une fois la tête. Le plus jeune ne dit rien. La petite fille agrippa le bord de sa longue robe et le fixa du regard. « Merci. » La voix de Clara se brisa. « Merci de m'accueillir. La tempête vous aurait tué. » Caleb le dit comme un fait, pas comme une gentillesse. « Le café est chaud. »« Vous avez faim? »« Je ne peux pas. »« Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? » Clara essaya de se souvenir. La diligence s'était arrêtée hier, la veille. L'argent avait été dépensé plus vite que sa fierté ne pouvait l'admettre. Son silence était une réponse suffisante. Caleb se dirigea vers la cuisinière et versa quelque chose d'une casserole dans un bol en étain. L'odeur frappa l'estomac vide de Clara comme un coup de poing. Des haricots et du porc salé. Simple et parfait. Manger. Il posa le bol sur ses genoux et s'éloigna. Pas de bavardage, pas de questions, juste la nourriture, le feu et les enfants silencieux qui observaient depuis l'autre bout de la pièce. Clara mangea. Elle essaya de manger lentement pour préserver un peu de dignité, mais la faim l'emporta. Elle racla le bol et lutta contre l'envie de le lécher. Lorsqu'elle leva les yeux, la petite fille se tenait juste à côté d'elle. « Ta robe est jolie. » Clara baissa les yeux vers elle-même. La robe était grise, tachée par le voyage, l'ourlet boueux et humide. Elle l'avait confectionnée elle-même 4 ans auparavant, à partir d'un tissu qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. « Merci, c'est toi qui l'as faite? »« Oui. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. « Tu sais faire des robes, Rosie. » La voix de Caleb retentit dans la pièce. « Ne dérange pas la dame. Elle ne me dérange pas. » Clara regarda l'enfant. Elle la regarda vraiment. La robe que portait Rosie avait été raccommodée au moins une 12aine de fois, mais les coutures étaient irrégulières, maladroites, l'œuvre d'un homme. À côté d'elle, la chemise de Jake avait un trou au coude. Le pantalon d'Ezra était trop court de 5 centimètres. Clara sentit son cœur se serrer. « Je suis couturière, dit-elle. Je confectionne et répare des vêtements. C'est mon métier. » Rosie ouvrit la bouche comme par magie. Quelque chose comme ça. « Pouvez-vous réparer ma robe? » Elle appartenait à maman, mais papa l'a coupée et maintenant elle est trop grande et je trébuche tout le temps dessus. Et Rosie, la voix de Caleb était plus dure maintenant. Ça suffit. La fillette se tut, mais ses yeux restèrent fixés sur la trousse à couture de Clara. Le feu crépitait, le vent faisait vibrer les fenêtres, et Clara était assise, enveloppée dans la couverture d'une femme morte, mangeant la nourriture d'un veuf, entourée d'enfants en haillons qui la regardaient comme si elle était de la réponse à une prière qu'ils avaient cessé de faire. Elle aurait dû se taire, elle ne pouvait s'en empêcher. « Je pourrais y jeter un œil, » dit Clara doucement. « La robe, si vous voulez. » Silence. Caleb se raidit devant le poêle. « Nous n'avons pas besoin de charité, mademoiselle Whitmore. Ce n'est pas de la charité. »
Clara garda une voix calme. C'est un paiement pour la nourriture et le jet. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai des compétences. Laissez-moi les mettre à profit. Caleb se retourna. Son visage était indéchiffrable. Vous avez un endroit où aller quand la tempête se calmera. Elena, un poste m'attend. Ou plutôt, attendait. Quel genre de poste? Couturière au magasin général Hendrick. Ils m'attendent dans 3 jours. Caleb regarda par la fenêtre. La neige s'accumulait contre la vitre, si épaisse qu'on aurait dit de la peinture blanche. Une tempête comme celle-ci ne s'arrête pas en 3 jours. Ces mots frappèrent Clara comme un seau d'eau froide. Cela pourrait durer 1 semaine, peut-être 2. Cela dépend. 2 semaines, peut-être plus. Caleb haussa les épaules. Bienvenue dans le Montana. Clara le regarda, puis regarda la fenêtre, puis regarda son nécessaire à couture qu'elle tenait toujours entre ses doigts gelés. Le poste à Helena. Le nouveau départ. La dernière chance s'était envolée. Tout était perdu, mademoiselle Whitmore. Elle ne pouvait pas répondre, elle ne pouvait pas respirer. 10 ans de travail et elle se retrouvait à la case départ, dépendante de la gentillesse d'un inconnu, sans rien d'autre à offrir que les vêtements qu'elle portait. Mademoiselle Whitmore. Caleb était agenouillé à côté de sa chaise. Quand s'était-il déplacé? Sa main était posée sur son bras, ferme mais pas dure. Respirez. Je ne peux pas, je ne respire pas. Elle respira, une inspiration saccadée, puis une autre. La panique ne la quittait pas, mais elle relâchait suffisamment son emprise pour lui permettre de réfléchir. Je suis désolé. Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main. D'habitude, je ne... Vous venez de tout perdre. La voix de Caleb était neutre. Il n'y a pas de honte à cela. Clara rit. Le son qui sortit était brisé, faux. Tout? Oui, c'est exactement ça. Elle le regarda, cet inconnu aux mains calleuses, avec ses 2 enfants calmes et sa maison qui sentait le bois et la solitude. Votre femme, s'entendit-elle dire. Elle est partie. Le visage de Caleb resta impassible, mais quelque chose changea dans son regard. Cela fait 3 ans maintenant. Je suis désolé. Les gens le sont généralement. Il se leva et s'éloigna d'elle, mettant de la distance entre eux. Clara le regarda partir et comprit. Le chagrin ne voulait pas de compagnie. Il voulait être laissé seul, mais 3 enfants vêtus de haillons ne pouvaient pas être laissés seuls. Ils avaient besoin de quelqu'un, et pour l'instant, peut-être juste pour l'instant, cette personne, c'était elle. Monsieur Thornton, il s'arrêta mais ne se retourna pas. Laissez-moi vous aider. Tant que je suis ici, laissez-moi réparer ce qui doit l'être. C'est le moins que je puisse faire. Le silence s'étira. Le feu crépitait dehors. La tempête continuait de rugir. Jake. La voix de Caleb était calme. Va chercher le panier à couture. Le plus âgé des garçons s'exécuta sans un mot. Il disparut dans une pièce à l'arrière et revint avec un panier débordant de chemises déchirées, de pantalons, de chaussettes trouées. Il le posa à côté de la chaise de Clara. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant un instant. Il y en a beaucoup, dit-il. Sa voix était rauque, embarrassée. Je vois ça. Clara plongea la main dans le panier et en sortit la première chemise. Le tissu était usé mais de bonne qualité. La déchirure le long de la couture de l'épaule était nette, facile à réparer. Elle ouvrit son nécessaire à couture. Les enfants s'approchèrent. Rosie s'appuya contre le genou de Clara, les yeux écarquillés, la regardant enfiler une aiguille. Ezra, le plus calme, s'assit par terre à côté d'elle, le regard fixé sur ses mains. Même Jake s'attarda, faisant semblant de ranger le panier tout en jetant des coups d'œil furtifs à son travail. « Tu sais vraiment réparer les choses, » murmura Rosie. « Je te l'avais dit. » Clara sourit malgré elle. Comme par magie, elle commença à coudre. Le premier point était simple. Le deuxième était plus facile. Au troisième, les mains de Clara avaient cessé de trembler et sa respiration s'était stabilisée. C'était qui elle était. C'était ce qu'elle savait faire. Peu importe ce que la tempête avait emporté, elle ne pouvait pas lui enlever ça. 1 heure passa. La pile de vêtements à raccommoder diminua. Clara travaillait en silence, mais la curiosité des enfants grandissait. « Comment as-tu appris à faire ça? » demanda finalement Jake. « Ma mère m'a appris. Elle était la meilleure couturière de Philadelphie. » « C'est quoi, Philadelphie? » « Une ville à l'est, très grande, très peuplée. »« Pourquoi tu es parti? »
Clara interrompit son travail. Elle repensa à la lettre du propriétaire, à la boutique vide, à toutes ces années de travail qui n'avaient finalement servi à rien. Parfois, il faut repartir à zéro, dit-elle, même quand on n'en a pas envie. Jake considéra cela comme lorsque maman était morte. La question était si honnête, si crue que Clara ne savait pas comment répondre. Jake. La voix de Caleb retentit depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Ça suffit, tout va bien. Clara regarda le garçon, ses deux yeux vieux, sa mâchoire serrée et le chagrin qu'il portait comme une seconde peau. Oui, comme ça. Quand quelque chose se termine, il faut trouver un moyen de continuer, même si cela fait mal. Jake acquiesça lentement. Il plongea la main dans le panier et en sortit une autre chemise déchirée. Celle-ci est à moi. Je la réparerai ensuite. Merci. Il s'éloigna, mais quelque chose dans ses épaules s'était adouci. Juste un peu. Juste assez. Rosie tira sur la manche de Clara. Tu peux m'apprendre à coudre, Rosie, commença Caleb. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, maman allait m'apprendre, mais elle est tombée malade et tu ne sais pas comment faire. Et j'ai vraiment, vraiment envie d'apprendre. Rosie, la dame est fatiguée. Ça ne me dérange pas. Clara regarda le visage plein d'espoir de la petite fille et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Je pourrais lui montrer quelques trucs si ça ne te dérange pas, Monsieur Thornton. Caleb hésita. Son regard passa de sa fille à Clara, et quelque chose vacilla dans ses yeux. De la méfiance peut-être, ou de la peur. Mais derrière cela, Clara vit autre chose. Du désespoir. D'accord, dit-il finalement. Mais ne la fatigue pas. Elle en a déjà assez bavé aujourd'hui. Il s'éloigna avant que Clara n'ait le temps de répondre. Rosie sautilla sur place. Vraiment? Vous allez vraiment m'apprendre? Clara trouva un morceau de tissu dans le panier et le tendit à la fillette. Puis elle plaça une aiguille dans la petite main de Rose et guida ses doigts vers le fil, comme ceci. Tu vois? Doucement, lentement. Rose sortit la langue, concentrée. L'aiguille vacilla, plongea, transperça le tissu avec une détermination maladroite. J'ai réussi. Oui. De l'autre côté de la pièce, Ezra observait. Ses yeux sombres suivaient chaque mouvement, mais il ne parlait pas, ne bougeait pas. Clara avait connu des enfants comme lui. Des enfants qui s'étaient refermés sur eux-mêmes dans leur chagrin, enfermés dans un endroit où les mots ne pouvaient les atteindre. Ezra, dit-elle d'une voix douce, tu veux essayer? Le garçon secoua la tête une fois. Vite, ce n'est pas grave. Tu peux simplement regarder. Parfois, regarder est la meilleure façon d'apprendre. Il cligna des yeux en la regardant. Quelque chose changea dans son visage. Peut-être était-il surpris qu'elle ne l'ait pas poussé à parler, qu'elle l'ait laissé rester silencieux. Il s'installa plus près du feu et continua à regarder. La soirée s'écoula. Clara raccommodait, enseignait et écoutait. Rosie parlait de tout et de rien. Les poules, le nouveau veau, l'oiseau qu'elle avait vu la semaine dernière, la robe qu'elle voulait pour Noël. Jake posait des questions pratiques sur le tissu et le fil et la meilleure façon de raccommoder un trou. Ezra ne disait rien, mais ses yeux ne quittaient pas les mains de Clara. Et Caleb restait dans la cuisine à préparer un dîner que personne n'avait demandé, faisant semblant de ne pas écouter. Le souper. Sa voix rompit le silence confortable. Clara leva les yeux de la chaussette qu'elle raccommodait. Déjà, tu y es depuis 3 heures. 3 heures? Elle avait eu l'impression que cela n'avait duré que 30 minutes. Les enfants se précipitèrent vers la table, une table en bois brut avec 4 chaises et un espace vide à la place de la 5e. Caleb posa des bols de ragoût et d'épaisses tranches de pain. Un repas simple, mais copieux. Asseyez-vous, mademoiselle Whitmore. Clara hésita. La chaise vide semblait la fixer du regard. Je ne veux pas m'asseoir. Elle s'assit. La chaise lui semblait étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et c'était le cas. Elle réalisa que c'était la chaise de Mary Ellen, la place de la femme décédée. Vous cuisinez bien, Monsieur Thornton. Je nous maintiens en vie. Il haussa les épaules. C'est tout ce qui compte. Ils mangèrent en silence. Le ragoût était bon. Mieux que bon, en fait, avec des morceaux de pommes de terre, de carottes et de viande qui se défaisaient dans sa bouche. Clara mangea 2 bols avant que la honte ne la rattrape. Je suis désolé, je ne voulais pas manger. Caleb remplit son bol. Vous en avez besoin. D'habitude, je n'en ai pas besoin. Je sais. Il croisa son regard pour la première fois de la soirée. Je peux voir vos côtes à travers cette robe.
À quand remonte la dernière fois où quelqu'un t'a nourri correctement? Le visage de Clara s'empourpra. Ce n'est pas une question de temps, elle détourna le regard. Ça fait longtemps. Caleb acquiesça. Il n'insista pas, ne demanda pas pourquoi. Il se contenta de rapprocher le pain de son assiette et retourna à son repas. Après le souper, les enfants aidèrent à nettoyer, même Ezra qui accomplissait silencieusement cette routine familière. Clara tenta d'aider, mais Caleb lui fit signe de s'éloigner. Tu as raccommodé la moitié de nos vêtements ce soir. Repose-toi. Je préfère me rendre utile. Tu l'as été. Il s'arrêta, lui tournant le dos. Merci pour ce que tu as fait avec Rosie pour raccommoder les vêtements. Ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Sa voix était rauque. Cela fait 3 ans et je ne sais toujours pas coudre en ligne droite. Leurs vêtements, je sais qu'ils ne sont pas beaux. Je sais que je les déçois, mais je ne sais pas coudre. Je ne peux pas. Il s'arrêta. Ses épaules se soulevèrent et s'abaissèrent dans un souffle lourd. J'étais charpentier avant la guerre. Je peux construire n'importe quoi, réparer n'importe quoi, mais donnez-moi une aiguille et du fil, et je suis aussi inutile qu'un cheval à une jambe. Ce n'est pas un échec. Clara s'approcha pour se tenir à côté de lui, en prenant soin de garder une certaine distance entre eux. C'est juste un autre type de compétence, une que tu n'as jamais apprise. Ils avaient besoin de leur mère. Les mots semblaient lui arracher la gorge. Ils ont toujours besoin d'elle et je ne peux pas. Il secoua la tête et se détourna. C'est l'heure d'aller au lit, appela-t-il les enfants. Dites bonne nuit, mademoiselle Whitmore. Rosie se jeta aux jambes de Clara dans une étreinte féroce. Bonne nuit. Vous serez là demain. La tempête ne va pas s'arrêter de sitôt, dit Clara avec précaution. Donc, oui, je serai là. Promettez-le. Promettez-le. Jake tendit la main comme un petit gentleman. Merci d'avoir réparé ma chemise, madame. De rien. Ezra resta en retrait. Mais en passant, sa main effleura celle de Clara si rapidement qu'elle aurait pu l'imaginer. Un contact sans parole. Un merci qu'il ne pouvait pas dire. Puis les enfants disparurent, leurs pas s'éloignant dans le couloir. Clara resta seule avec leur père. Je vais te préparer un lit. La voix de Caleb était à nouveau raide, formelle. La salle de couture de Murray Ellen. Elle est petite, mais c'est un espace privé. Je ne veux pas prendre sa place. Elle n'en a plus besoin. Les mots étaient plats. La dernière tempête pourrait durer 2 semaines. Tu as besoin d'un endroit où dormir. Clara acquiesça. Il n'y avait rien d'autre à dire. Caleb la conduisit dans un couloir étroit jusqu'à une porte au bout. Il l'ouvrit et recula. Des couvertures dans le coffre, un pot de chambre sous le lit. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez-le. Merci, Monsieur Thornton. Caleb. La correction fut brusque, presque réticente. Si vous restez sous mon toit, vous pouvez aussi bien m'appeler par mon prénom. Caleb, elle testa le mot. Alors vous devriez m'appeler Clara. Il acquiesça d'un signe de tête et s'éloigna. Clara entra dans la salle de couture et referma la porte derrière elle. La pièce était petite, comme il l'avait dit. Un lit étroit, un coffre, une fenêtre recouverte de givre, et partout, partout, des traces de la femme qui avait vécu ici, un panier de projets inachevés, des bobines de fil classées par couleur, une courte pointe à moitié terminée soigneusement pliée dans un coin. Clara toucha la courte pointe. Les pointes étaient pustes et réguliers, le travail de mains habiles, des mains qui ne finiraient jamais ce qu'elles avaient commencé. Elle s'assit sur le lit et laissa les larmes couler. Elle pleura pour elle-même, pour le poste perdu, les projets brisés, les années de travail qui n'avaient abouti à rien. Elle pleura pour sa mère, décédée depuis 5 ans, qui ne verrait jamais la boutique que Clara rêvait d'ouvrir. Elle pleura pour son père, qui l'avait regardée comme une étrangère le jour où elle avait refusé d'épouser l'homme qu'il avait choisi. Et elle pleura pour cette famille, pour les enfants vêtus de haillons, pour le père qui ne savait pas coudre en ligne droite, pour la mère qui avait laissé une courte pointe à moitié terminée parce que la mort n'attendait personne. La tempête faisait rage dehors. Clara pleurait à l'intérieur, et quelque part dans la pièce principale, Caleb Thornton était assis dans le noir et se demandait ce que demain lui réservait. Il avait appris à ne pas trop espérer. L'espoir était mort avec Mary Ellen, enterrée dans le sol froid à côté du bébé qui n'avait jamais respiré. Mais ce soir, en regardant ses enfants sourire pour la première fois depuis des mois, en regardant sa fille apprendre à coudre auprès d'une inconnue aux mains douces, ce soir, l'espoir avait refait surface.
Il ne lui faisait pas confiance. Il avait été blessé trop souvent, avait trop fait confiance, avait trop perdu. Cette femme partirait quand la tempête éclaterait. Elle les partait toutes. La gouvernante était de rester 3 semaines. L'institutrice était repartie dans l'Est après un hiver. Même sa propre sœur avait cessé de lui rendre visite pour apaiser sa solitude. C'était trop difficile à supporter. Clara Whitmore ne serait pas différente. Elle réparerait leurs vêtements, apprendrait à sa fille quelques points de couture, puis disparaîtrait dans sa nouvelle vie à Helena, et ses enfants auraient à nouveau le cœur brisé. Mais il ne pouvait pas la renvoyer dans la tempête. Il n'était pas ce genre d'homme. Il la laisserait donc rester, l'aiderait, laisserait ses enfants s'attacher à elle malgré son bon sens. Et quand elle partirait, il ramasserait les morceaux comme il l'avait toujours fait. C'était le travail d'un père. C'était tout ce qu'il savait faire. Le vent hurlait contre les fenêtres, la neige s'amoncelait contre les portes. Et à l'intérieur de la petite maison du ranch, 5 personnes brisées dormaient sous le même toit, réunies par une tempête qui se moquait bien de leur projet. Demain apporterait des questions, des décisions, des dangers qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir. Mais ce soir, ils se reposaient. Demain pouvait attendre. Clara se réveilla dans le silence. Le vent s'était arrêté. Pendant un instant, elle crut que la tempête était passée et son cœur se serra à l'idée de partir. Puis elle entendit un sifflement doux et régulier. La neige continuait de tomber, mais plus doucement maintenant. Elle était allongée dans le lit de Mary Ellen, les yeux fixés sur le plafond de Mary Ellen, enveloppée dans les couvertures de Mary Ellen. La présence de la défunte remplissait cette pièce comme un parfum. Clara pouvait presque la voir assise à la petite table près de la fenêtre, l'aiguille brillant dans la lumière du matin, fredonnant doucement, tandis que ses enfants jouaient dans la pièce voisine. 3 ans avaient passé et son fantôme vivait toujours ici. Clara se leva et s'habilla rapidement. Ses vêtements de la veille étaient encore humides, mais elle n'avait rien d'autre à se mettre. Elle se peigna les cheveux avec les doigts, se pinça les joues pour leur donner de la couleur et ouvrit la porte. L'odeur du café la frappa en premier, puis celle du bacon. Son estomac se noua sous l'effet d'une soudaine et violente faim. Caleb se tenait devant la cuisinière, lui tournant le dos. Les enfants étaient assis à table, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Rosie la vit la première. Mademoiselle Clara. La fillette se précipita à travers la pièce et enroula ses bras autour de la taille de Clara. La force de son étreinte faillit faire tomber Clara en arrière. « Bonjour, Rosie. J'ai rêvé que je cousais. J'ai rêvé que je faisais toute une robe toute seule. Elle était bleue et avait des rubans et Rosie. » La voix de Caleb coupa court à la conversation. « Laisse la dame respirer. » Rosie recula, mais elle attrapa la main de Clara et la tira vers la table. « Assieds-toi à côté de moi, s'il te plaît. Je t'ai gardé une place. » Clara s'assit. Jake lui fit un petit signe de tête en guise de salut. Ezra leva les yeux puis détourna rapidement le regard, mais ses yeux s'attardèrent sur ses mains, marqués par des callosités dues à des années de travail à l'aiguille. « Du café? » Caleb posa une tasse devant elle sans attendre sa réponse. « Le petit déjeuner sera prêt dans 1 minute. »« Merci, » marmonna-t-il avant de se retourner vers la cuisinière. Ils mangèrent presque en silence. Le bacon était croustillant, les œufs brouillés avec des morceaux d'oignon, le pain épais et croustillant. Clara mangea tout ce qu'il y avait dans son assiette et essaya de ne pas penser au temps qui s'était écoulé depuis que quelqu'un avait cuisiné pour elle. Encore. Elle leva les yeux. Caleb se tenait à côté d'elle, une poêle à la main. « Je n'ai pas pu. »« Tu pourrais. » Il rajouta des œufs dans son assiette. « Mange. » Elle mangea. Après le petit déjeuner, les enfants se dispersèrent pour vaquer à leurs occupations. Même en pleine tempête de neige, les animaux avaient besoin d'être soignés. Caleb enfila son manteau et se dirigea vers la porte. « Je vais travailler à la grange. Je serai long. Je peux t'aider? » Il s'arrêta, la main sur la poignée. « Le panier à repriser, si tu veux bien. »« Je veux bien. » Il acquiesça d'un signe de tête et sortit dans la neige. Clara trouva le panier là où elle l'avait laissé la veille, encore à moitié plein. Elle s'installa dans le fauteuil près du feu et se mit au travail. La matinée s'écoula dans un rythme tranquille. Aiguiller les fils, piquer et tirer. Ces gestes familiers apaisaient quelque chose de vif dans la poitrine de Clara. Au moins, elle savait faire ça. Au moins, elle comprenait ça. Rosie apparut à ses côtés vers le milieu de la matinée,
les jouets roses à cause du froid. Papa a dit que je pouvais regarder si je restais tranquille. Tu peux faire plus que regarder. Clara tapota le sol à côté d'elle. Assieds-toi. Rosie s'assit, les yeux fixés sur les mains de Clara, avec une intense concentration. Regarde comment je tiens l'aiguille délicatement, comme si je tenais un papillon, comme ça, presque légèrement incliné. Voilà. Rosie tira la langue en se concentrant. Son premier point était de travers, le deuxième pire encore, mais le troisième, j'ai réussi. Oui. Je peux en faire une autre? Autant que tu veux. Elles travaillèrent côte à côte. Clara guidait et corrigeait, félicitait et encourageait. Rosie parlait sans arrêt des poulets, du nouveau veau, du fort de neige. Elle voulait construire le Noël qu'elle espérait. Papa dit qu'on ne peut pas avoir grand-chose cette année. L'argent est rare, mais je lui ai dit que tout ce que je voulais, c'était une nouvelle robe, une qui m'aille bien. Une qui ne me fasse pas trébucher. Clara interrompit son travail. Et tes frères, que veulent-ils? Jake veut des livres. Il adore lire, mais il fait semblant de ne pas aimer ça. Il dit que ça ne sert à rien pour le ranch. Rosie baissa la voix. Maman lui faisait la lecture tous les soirs. Je pense que ça lui manque. Et Ezra. Le visage de Rosie s'assombrit. Ezra ne veut rien. Il ne parle plus. Pas depuis que maman est morte. Clara sentit sa poitrine se serrer. Pas du tout. Parfois, il murmure à papa. Très doucement, mais pas à moi ni à Jake. Le docteur a dit, c'est dans sa tête. Il a dit, ça pourrait s'améliorer. Ça ne s'est pas amélioré. Clara regarda vers la cuisine où Ezra était assis à table, dessinant quelque chose sur un bout de papier. Sa tête brune était penchée, son petit corps immobile. Que dessine-t-il? Il dessine maman encore et encore. Parfois, il dessine aussi le bébé, celui qui est mort avec elle. La voix de Ross se réduisit à un murmure. Je ne me souviens pas du bébé. Est-ce grave? Non, ma chérie. Tu étais très jeune, je me souviens un peu de maman cependant. Elle sentait la lavande, sa voix était douce et elle me chantait des chansons quand j'avais peur. Les yeux de Ross se remplirent de larmes, son chant me manque. Clara posa son aiguille et serra la fillette contre elle. Rosie s'accrocha à son petit corps, tremblant de sanglots qu'elle avait manifestement retenus pendant longtemps. Je sais, ma chérie, je sais. Papa essaie. Il essayait tellement, mais il ne sait ni chanter ni coudre. Et il a toujours l'air si fatigué. Je ne veux plus qu'il soit fatigué. Clara la serra plus fort dans ses bras. Que pouvait-elle dire? Quel réconfort pouvait-elle offrir à une enfant qui avait perdu sa mère et voyait son père s'effondrer lentement sous le poids de la responsabilité de les maintenir tous en vie? Ton papa t'aime très fort, je sais. Et il fait de son mieux, je le sais aussi. Rosie s'écarta, s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Mais parfois, faire de son mieux ne suffit pas. Parfois, on a besoin d'aide. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles. Simple, vrai, dévastateur. Clara pensa à sa propre vie, aux années qu'elle avait passées à prouver qu'elle n'avait besoin de personne, à la fierté qui l'avait poussée à travailler 18 heures par jour plutôt que d'accepter la charité, à la solitude qui lui était devenue si familière qu'elle avait cessé de la remarquer. « Tu as raison, dit-elle doucement. Parfois, on a besoin d'aide. » Rosie acquiesça, satisfaite. Puis elle prit son aiguille et se remit à s'entraîner à faire des points de suture, comme si elle n'avait pas vené de briser le cœur de Clara. La matinée se prolongea jusqu'à l'après-midi. La tempête continuait de faire rage. Caleb rentra pour dîner en secouant la neige de ses bottes, le visage rouge de froid. Les animaux sont installés. La tempête est pire que je ne le pensais. On pourrait être coincé ici pendant un moment. Combien de temps? Une semaine, peut-être deux. Clara acquiesça. Elle avait cessé d'espérer une fin rapide. Le poste à Helena était perdu. Elle l'avait su dès l'instant où Brennan était parti à cheval dans la neige. « J'ai fini les réparations, dit-elle. Du moins, la plupart. Il reste quelques pièces à rapiécer. Avez-vous du tissu en réserve? » Le visage de Caleb exprima d'abord la surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la honte. Mary Ellen gardait un coffre dans la salle de couture. « Je n'y vais pas souvent. Je l'ai trouvé. Je ne l'ai pas ouvert. Tu peux le faire si tu as besoin de tissu. » Il détourna le regard. Elle aurait voulu qu'il soit utilisé. Elle détestait le gaspillage. Clara hésita. « Tu es sûr? »
Je suis sûr. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient la sieste et que Caleb réparait les harnais près du feu, Clara retourna dans la salle de couture. Le coffre de Mary Ellen était posé dans un coin, recouvert de poussière sur son couvercle incurvé. Elle s'agenouilla devant lui. Sa main tremblait lorsqu'elle souleva le loquet. À l'intérieur, il y avait des tissus, des rouleaux, des chutes et des morceaux de toutes les couleurs, du coton, de la laine et même quelques mètres de soie, coûteuses, soigneusement conservées. Mary Ellen s'était préparée pour quelque chose, un projet qu'elle n'avait jamais terminé, un rêve qu'elle n'avait jamais réalisé. Clara sortit un morceau de coton bleu, doux, solide, parfait pour une robe de petite fille. Au fond du coffre, sous tout le reste, elle trouva une lettre, pliée, jaunie, adressée d'une écriture soignée à celle qui viendra après moi. Clara retint son souffle. Elle ne devait pas la lire. Elle ne lui était pas destinée. C'était une lettre privée, personnelle, mais les mots, celle qui viendra après, semblaient l'interpeller. Mary Ellen savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait qu'un jour, une autre femme se tiendrait dans cette pièce et se demanderait quoi faire de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Clara déplia la lettre. Si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Et Caleb a enfin laissé quelqu'un entrer dans sa vie. Cet homme têtu. Je l'aime plus que tout au monde, mais il préfère souffrir seul plutôt que de demander de l'aide. Clara sourit malgré elle. Elle connaissait Caleb Thornton depuis moins d'une journée, et elle reconnaissait déjà cette vérité. Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous êtes arrivé ici. Peut-être êtes-vous la nouvelle institutrice qu'ils promettent sans cesse d'envoyer. Peut-être êtes-vous une parente que je n'ai jamais rencontrée. Peut-être êtes-vous simplement quelqu'un que la tempête a amené ici. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous êtes ici et que ma famille a besoin de vous. Mes enfants sont gentils. Jake a l'air dur, mais il est sensible. Il a besoin que quelqu'un lui dise qu'il n'y a pas de mal à être gentil. Ezra est calme, mais il voit tout. Il a besoin que quelqu'un le remarque. Et Rosie, ma douce Rosie, elle a besoin d'une femme pour la guider. Caleb essaie, mais certaines choses, une fille ne peut les apprendre que d'une autre femme. Prenez soin d'eux, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Prenez soin d'eux comme je ne peux plus le faire. Et prenez soin de Caleb aussi. Il vous repoussera. Il dira qu'il n'a besoin de rien. Ne le croyez pas. Il a besoin d'amour plus que quiconque que j'ai jamais connu. Il ne sait tout simplement pas comment le demander. Utilisez mon tissu. Terminez ma courte pointe. Fais une robe à ma fille qui lui aille bien. Et dis-leur à tous que je les aime chaque jour, chaque instant, jusqu'à mon dernier souffle, avec de l'espoir pour toi et pour eux. Mary Ellen Thornton. Clara s'assit sur le sol de la salle de couture, tenant la lettre d'une femme décédée, et pleura. Elle pleurait pour Mary Ellen, qui avait aimé si passionnément et était partie si tôt. Elle pleurait pour les enfants qui avaient perdu leur mère et pour le mari qui avait perdu son cœur. Elle pleurait pour elle-même, pour les années qu'elle avait gaspillées à croire que l'amour était une faiblesse, que le fait d'avoir besoin de quelqu'un était un échec. Et quand les larmes cessèrent, elle plia soigneusement la lettre et la remit dans le coffre. Puis elle prit le coton bleu et l'emporta dans la pièce principale. Rosie était réveillée, recroquevillée près du feu, avec une poupée de chiffon qui avait connu des jours meilleurs. Elle leva les yeux lorsque Clara entra. « C'est quoi ce tissu? » Clara s'assit à côté d'elle. « C'est pour ta nouvelle robe. » Les yeux de Rosie s'écarquillèrent. « Vraiment? Une nouvelle robe pour moi, si ton papa est d'accord. » Caleb leva les yeux de son travail. Son regard se posa sur le tissu de Mary Ellen, et quelque chose passa sur son visage. De la douleur, un souvenir. Mais sous-jacente, une émotion plus douce. « Elle aurait voulu qu'on l'utilise, dit-il doucement. « Tu es sûr? »« Je suis sûr. » Rosie se jeta dans les bras de son père, puis dans ceux de Clara, puis à nouveau dans ceux de son père. « Merci, merci, merci. Elle peut être bleue? J'adore le bleu. Et elle peut avoir des boutons, de vrais boutons. Et laisse mademoiselle Clara travailler. » La voix de Caleb était bourrue, mais son regard était chaleureux. « Elle la fera comme elle l'a fait. Je la ferai comme tu le souhaites, » dit Clara à Rosie. « C'est ta robe. C'est toi qui choisis. » Elles passèrent le reste de l'après-midi à planifier. Rosie décrivit sa robe de rêve dans les moindres détails. La couleur, la coupe, les boutons, le ruban. Clara dessina, prit des mesures et prit des notes. Jake s'approcha, faisant semblant de ne pas être intéressé.
Tu peux vraiment faire une robe à partir de zéro? J'en ai fait des centaines. Combien de temps cela prend-il? Cela dépend de la robe. Pour celle-ci, Clara estima qu'il faudrait 3, peut-être 4 jours si la tempête persistait. Elle persistera. Jake regarda vers la fenêtre. Avec une tempête comme celle-ci, nous serons bloqués par la neige jusqu'au Nouvel An. Le Nouvel An? Noël était dans 6 jours. Clara l'avait presque oublié. Que fais-tu habituellement pour Noël? Jake haussa les épaules. Pas grand-chose. Papa essaie, mais ce n'est pas pareil sans elle. Il s'interrompit. Ce n'est tout simplement pas pareil. Que faisiez-vous avant, quand votre mère était encore en vie? La question était trop directe. Clara s'en rendit compte dès qu'elle l'eut posée. Mais Jake ne broncha pas. Maman préparait d'un grand dîner. De la dinde et tous les accompagnements. Elle faisait des tartes aux pommes et à la citrouille. Et elle nous confectionnait tous de nouveaux vêtements. Elle les appelait les vêtements de Noël. Elle disait que nous devions commencer la nouvelle année sous notre meilleur jour. Cela semble charmant. Ça l'était. La voix de Jake n'était qu'un murmure. C'était le meilleur. Il s'éloigna avant que Clara n'ait pu répondre, mais elle avait vu les larmes dans ses yeux. Le désir, le chagrin que 3 années n'avaient pas effacé. Ce soir-là, après le dîner, Clara prit une décision. J'aimerais confectionner des vêtements de Noël pour les enfants. Caleb leva les yeux de son café. Quoi? Leur mère leur confectionnait de nouveaux vêtements pour Noël. J'ai son tissu. J'ai le temps. Laissez-moi faire cela pour eux. C'est trop. Tu es déjà... Ce n'est pas trop. Clara se pencha en avant. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. Caleb la fixa du regard. Elle pouvait voir le combat dans ses yeux, le désir d'accepter et la peur de ce que cela pourrait signifier. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Parce que je peux le faire. Parce qu'elle avait cessé de chercher la vérité. Parce que j'en ai besoin moi aussi. Tu as besoin de confectionner des vêtements pour des enfants que tu viens de rencontrer. J'ai besoin de me rendre utile. J'ai besoin de faire quelque chose qui compte. J'ai passé 10 ans à coudre pour des inconnus, à confectionner des robes pour des femmes qui me regardaient à peine, des robes pour des mariés qui me considéraient comme une servante. Mais ça, dit-elle en montrant la pièce où dormaient les enfants, ça compte. Il compte. Laisse-moi leur offrir ça. Caleb resta silencieux pendant un long moment. Le feu crépitait. Le vent soufflait contre les fenêtres. D'accord, dit-il finalement. Confectionnez-leur leurs vêtements de Noël. Clara expira sans s'en rendre compte. Merci. Ne me remerciez pas encore. Il vida sa tasse de café et se leva. Vous n'avez pas vu mes enfants le matin de Noël. C'est le chaos. Pour la première fois, Clara l'entendit presque sourire. Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon de tissus et de fils. Clara travailla dès l'aube jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. La robe de Rose prit forme. D'abord du coton bleu avec des boutons blancs et une ceinture en ruban. Vint ensuite la chemise de Jake en laine brune robuste, avec des coutures soignées et un col qui le protégerait du froid. Pour Ezra, elle confectionna un gilet vert foncé, brodé de petits oiseaux le long de l'ourlet. Elle avait remarqué ses dessins, la façon dont il capturait chaque détail des mésanges qui se rassemblaient à la fenêtre. Elle travaillait en secret, cachant ses projets chaque fois que les enfants s'approchaient. Rosie faillit la surprendre à 2 reprises, mais Clara trouva rapidement des excuses. Je fais juste des retouches. Rien d'intéressant. Je peux voir? Pas encore. Bientôt. Les enfants aidaient comme ils le pouvaient. Rosie s'entraînait à coudre sur des chutes de tissu. Ses compétences s'amélioraient de jour en jour. Jake posait des questions sur la confection, les patrons, les calculs nécessaires pour que les vêtements soient bien ajustés. Même Ezra s'approcha, observant les mains de Clara avec une intense concentration. Le 3e jour, il prit la parole. Clara ne s'en rendit pas compte tout de suite. Elle était concentrée sur une couture difficile, son aiguille bougeant avec des mouvements rapides et précis. Un son parvint à ses oreilles, doux, à peine perceptible. Des oiseaux. Elle leva les yeux. Ezra se tenait à côté d'elle, pointant du doigt le gilet qu'elle était en train de confectionner. « Tu as mis des oiseaux dessus. » Sa voix était rouillée, peu habituée à parler, mais ses yeux brillaient d'une lueur que Clara reconnut. « Vu. » Il se sentait vu. « J'ai remarqué tes dessins, dit-elle prudemment. Tu dessines magnifiquement bien les oiseaux. » Les joues d'Ezra rougirent. Maman aimait les oiseaux. Vraiment, elle disait qu'ils étaient libres. Elle disait que les regarder voler l'aidait à se sentir moins coincé.
Clara posa son aiguille. C'est une belle façon de voir les choses. Tu te sens coincé? La question la surprit. Elle y réfléchit sérieusement. Avant, oui. Pendant longtemps, je me suis senti très coincé, mais ces derniers temps, elle regarda autour d'elle la petite pièce, le feu, le tissu et le garçon aux deux yeux vieux. Ces derniers temps, j'ai l'impression que quelque chose est en train de changer. Ezra acquiesça lentement. Il ne sourit pas. Clara n'était pas sûre qu'il se souvienne comment faire, mais quelque chose dans son visage s'adoucit. J'aime ta couture. Merci, Ezra. Tu peux m'apprendre? Comme tu apprends à Rosie? Le cœur de Clara s'ouvrit un peu plus. J'adorerais. Ce soir-là, elle a appris à Ezra à enfiler une aiguille. Au début, ses petits doigts étaient maladroits, frustrés. Mais Clara fut patiente, le guidant à chaque étape. Comme ça, lentement et régulièrement. Ne te précipite pas. Je n'y arrive pas. Tu peux réessayer. Il essaya. Échoua. Réessaya. Et finalement, j'y suis arrivé. Tu y es arrivé. Ezra leva les yeux vers elle, et pendant un bref instant, Clara vit le garçon qu'il était avant que le chagrin ne lui vole sa voix. Lumineux, enthousiaste, vivant. Puis Caleb entra et l'instant passa, mais quelque chose avait changé. Clara pouvait le sentir. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se soient couchés, Caleb la trouva près du feu. Ezra t'a parlé. Oui, il n'avait parlé à personne d'autre que moi depuis 3 ans. Clara posa son ouvrage de couture. C'est un garçon remarquable, il est brisé. La voix de Caleb était rauque. Ils sont tous brisés. J'ai tout essayé. Le médecin a perdu patience. Rien ne marche. Et puis tu débarques au milieu d'une tempête de neige et en 3 jours, il parle. Ce n'est pas moi, c'est toi. Caleb s'assit lourdement dans le fauteuil en face d'elle. Je ne comprends pas. J'ai fait tout ce que je savais faire. Je les ai nourris, protégés. J'ai fait tourner ce ranch pour qu'ils aient quelque chose quand ils grandiraient. Mais rien de tout cela ne les a ramenés comme vous l'avez fait. Caleb, que leur faites-vous? Ses yeux rencontrèrent les siens, et elle y vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. De la peur. Que voulez-vous dire? Ils s'attachent, tous les trois. Ils te regardent comme si, il s'interrompit et secoua la tête, comme si tu allais rester. Les mots restèrent suspendus entre eux. Et quand la tempête éclatera, continua Caleb, quand tu partiras pour Helena, que se passera-t-il? Clara ouvrit la bouche puis la referma. Elle n'avait pas de réponse. Je les ai vus perdre leur mère, je les ai vus perdre leur tante, leur grand-mère, toutes les femmes qui sont entrées dans leur vie puis l'ont quittée. Je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je ne peux pas les regarder en perdre une autre. Je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas. Il se frotta le visage avec les 2 mains. Tu es gentil. Tu nous aides. Je ne te blâme pas, mais j'ai besoin que tu comprennes ce qui est en jeu ici. Ces enfants là-bas, ils sont tout mon univers, et tu fais de plus en plus partie du leur. Alors, j'ai besoin de savoir. Quand la neige aura fondu, que vas-tu faire? Clara fixait cet homme qui avait tout perdu et continuait d'avancer, qui travaillait jusqu'à l'épuisement chaque jour pour des enfants qu'il ne semblait pas pouvoir atteindre, qui avait ouvert sa maison à une étrangère parce que la tempête ne lui avait laissé aucun autre choix. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Le poste à Helena est probablement perdu. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai plus de famille, plus d'économie. Je pensais avoir un plan, mais la tempête l'a emporté. Alors, tu es coincé? Je suis coincé. Caleb acquiesça lentement. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas tout à fait du soulagement, mais presque. Alors reste jusqu'à Noël. Donne-leur au moins ça. Et après, nous trouverons une solution ensemble. Le mot résonna dans la poitrine de Clara. D'accord, dit-elle, jusqu'à Noël, et ensuite nous verrons. Caleb se leva. Il semblait vouloir ajouter quelque chose, mais quoi que ce fût, il le garda pour lui. Bonne nuit, Clara. Bonne nuit, Caleb. Il s'éloigna et Clara s'assit près du feu, regardant les flammes danser, se demandant ce qu'elle venait d'accepter et pourquoi l'idée de partir lui causait déjà tant de chagrin. La nuit s'approfondit, la tempête continua de hurler, et quelque part au petit matin, Clara prit une décision qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Elle ne partirait pas. Pas encore. Peut-être jamais. Ses enfants avaient besoin d'elle. Cette famille avait besoin d'elle et, Dieu l'aide, elle avait besoin d'eux aussi.
Elle prit son aiguille et se remit au travail. Noël approchait et, pour la première fois depuis des années, Clara Whitmore avait quelque chose à coudre. La veille de Noël arriva dans un silence si profond que Clara pouvait entendre les battements de son cœur. La tempête s'était calmée pendant la nuit, laissant derrière elle des congères qui enfouissaient les poteaux de la clôture et transformaient le monde en une mer blanche infinie. Clara se tenait à la fenêtre, regardant l'aube peindre la neige de nuances roses et dorées, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Encore un jour. Demain, c'était Noël. Puis elle chassa cette pensée. Elle aurait tout le temps de penser à demain quand demain serait arrivé. Tu es debout tôt. La voix de Caleb la fit sursauter. Elle se retourna et le trouva debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, une tasse de café à la main, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à Helena. La question la toucha plus profondément qu'il ne l'avait probablement prévu. Je pense à beaucoup de choses. Caleb hocha la tête et n'insista pas. Il avait appris à connaître ses limites au cours des derniers jours, tout comme elle avait appris à connaître les siennes. Ils évoluaient désormais l'un autour de l'autre avec une étrange aisance. Deux personnes qui avaient été seules si longtemps qu'elles avaient oublié ce que c'était que d'être en compagnie. Le café est prêt. Merci. Ils burent en silence tandis que la maison s'éveillait lentement autour d'eux. Rosie fut la première à sortir de sa chambre, les cheveux en bataille et les yeux brillants. « C'est déjà Noël? »« Demain, » répondit Caleb. « Mais c'est encore loin. Encore un jour. » « Un jour entier? » s'écria Rosie en s'affalant dramatiquement sur une chaise. « Je ne pense pas pouvoir attendre un jour entier. » Clara cacha son sourire derrière sa tasse de café. La robe était terminée. Les trois tenues étaient cachées dans la salle de couture sous une pile de vêtements à raccommoder. Elle avait travaillé jusqu'à en avoir les doigts au sang pour les terminer à temps, mais cela en valait la peine. Ce soir, après que les enfants se soient endormis, elle les avait emballés. Demain, ils auraient leurs vêtements de Noël. Jake apparut ensuite, déjà habillé pour les corvées. Il fit un signe de tête à Clara, prit un biscuit sur le poêle et se dirigea vers la porte. « Les animaux n'attendront pas. »« Je sors dans 1 minute, » lui cria Caleb. « Je m'en occupe. » La porte se referma derrière lui avant que Caleb n'ait pu protester. Il soupira et secoua la tête. Ce garçon se croit adulte. Il essaie d'aider. Il a 11 ans. Il ne devrait pas avoir à faire autant d'efforts. Il y avait de la douleur et de la culpabilité dans ses mots. Clara les reconnaissait tous les deux. Elle les avait elle-même portés pendant des années. Le poids de ne jamais être à la hauteur, quels que soient ses efforts. « Il t'aime, » dit-elle doucement. « C'est pour ça qu'il travaille si dur. Il veut que tu sois fier de lui. » Caleb serra les mâchoires. « Je suis fier. J'aimerais juste. » Il s'interrompit et secoua la tête. « Peu importe ce que je souhaite. Si ça importe, non. » Il posa sa tasse et attrapa son manteau. Les souhaits ne changent rien. Seul le travail change les choses. Il était parti avant que Clara n'ait pu répondre. La matinée se déroula au rythme habituel des tâches ménagères, des repas et des petites conversations. Clara termina les dernières retouches sur les tenues de Noël, le cœur rempli d'une joie inattendue. Ce n'était pas seulement des vêtements, c'étaient des promesses. La preuve que quelqu'un voyait ses enfants, les appréciait, voulait leur offrir quelque chose de beau. Après le déjeuner, Rosie la trouva dans la salle de couture. « Mademoiselle Clara. »« Oui, ma chérie, je peux te poser une question. Tout ce que tu veux. » Rosie grimpa sur le lit et s'assit en tailleur, le petit visage sérieux. « Tu vas partir après Noël? » L'aiguille de Clara s'arrêta. Elle redoutait cette question, l'évitait, espérant qu'elle ne viendrait pas. « Je ne sais pas encore. Pourquoi pas? Parce que je n'ai nulle part où aller. Tu pourrais rester ici. » Les mots étaient si simples, si évidents, comme si la réponse avait toujours été là, attendant que quelqu'un la dise à haute voix. « Ce n'est pas si simple, Rosie. Pourquoi pas? Nous avons de la place. Papa a besoin d'aide. Et je... » La voix de Rosie trembla. « Je ne veux pas que tu partes. » Clara posa son ouvrage et ouvrit les bras. Rosie se blottit contre elle, petite, chaude et confiante. « Moi non plus, je ne veux pas partir, » admit Clara. « Mais vouloir quelque chose ne signifie pas que tu peux l'avoir. C'est ce que dit papa. Mais je pense qu'il a tort. » Rosette s'écarta et regarda Clara avec des yeux trop sages pour son âge. « Je pense que parfois, il faut simplement demander ce que l'on veut, et si on a de la chance, quelqu'un dit oui. »
Clara n'avait pas de réponse à cela. Elle serra Rosie contre elle et essaya de ne pas penser à combien cela ferait mal de partir. Cet après-midi-là, pendant que les enfants jouaient dans la neige, Caleb trouva Clara dans la cuisine. « Il faut qu'on parle. » Son cœur se serra. « À propos de quoi? » »« La tempête s'apaise. Les routes seront peut-être dégagées dans 2 jours. 3 au maximum. 2 jours. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un coup de massue. « Je vois. J'ai envoyé Jake vérifier la ligne télégraphique hier. Elle est toujours hors service, mais elle sera bientôt réparée. Tu pourrais envoyer un télégramme à Helena. Voir si le poste est toujours vacant. Je pourrais. » Caleb s'appuya contre le comptoir, les bras croisés sur la poitrine. « Mais tu ne veux pas, hein? Ce n'était pas une question. » « Je ne sais pas ce que je veux. » Clara posa le plat qu'elle était en train de préparer. « Il y a 1 semaine, j'avais un projet, un emploi qui m'attendait, un avenir. Maintenant, tu es coincé dans la maison d'un éleveur avec 3 enfants turbulents et un homme incapable de coudre en ligne droite. Maintenant, je suis dans un endroit qui me semble plus accueillant que tous ceux où j'ai vécu depuis des années. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Le visage de Caleb resta impassible, mais quelque chose changea dans son regard. « C'est dangereux de dire ça, Clara. Je sais. Je t'ai dit ce qui était en jeu. Ces enfants, ils sont déjà trop attachés. Si tu pars maintenant, et si je ne pars pas? » Silence. Caleb la regarda comme si elle avait une deuxième tête. « Quoi? Et si je reste? » Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pouvait à peine s'entendre penser. Le poste à Helena, il est probablement perdu de toute façon. Et même s'il ne l'est pas, ce n'est qu'un autre travail, une autre ville, un autre endroit où je ne suis personne pour personne. Tu resterais ici, au milieu de nulle part, avec toi, avec les enfants, avec une famille qui a besoin de moi. » Elle prit une inspiration. « J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que je n'avais besoin de personne. Et tu sais quoi? Ça m'a valu d'être abandonné dans une tempête de neige avec rien d'autre qu'un sac d'aiguilles et nulle part où aller. Clara, je suis doué dans ce que je fais. Je sais coudre. Je sais raccommoder. Je peux apprendre à Rosie tout ce qu'elle a besoin de se voir. Je peux aider Jake à lire, aider Ezra à retrouver sa voix. Je cuisine bien. Je peux apprendre à cuisiner. Et je peux... » Elle hésita. « Je peux être là. C'est tout ce que je propose. Juste être là. » Caleb ne bougeait pas, ne parlait pas. Son visage était impassible, mais ses yeux étaient terrifiés. « Tu ne sais pas ce que tu me demandes. Je ne te demande rien. Je te fais une œuvre. Tu me proposes de renoncer à toute ta vie. Quelle vie? » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. J'avais un travail, une chambre, une routine, mais je n'avais personne qui se souciait de savoir si je rentrais le soir. Personne qui avait besoin de moi. Personne qui... Sa voix se brisa. « Je suis seule depuis 10 ans, Caleb. Je pensais être forte. En fait, j'avais juste peur. Peur de quoi? De ça. » Elle fit un geste entre eux deux. De besoin de quelqu'un, d'être nécessaire, de m'attacher à quelque chose que je risquais de perdre. Caleb resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Mary Ellen était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle n'avait peur de rien. Elle a élevé cette maison. Ses enfants m'ont soutenu quand j'aurais pu m'effondrer. Et quand elle est morte, il déglutit péniblement. Quand elle est morte, je peux fumer. Ah, elle était morte. Je me suis promis de ne plus jamais ressentir cela pour personne. De ne plus jamais laisser quelqu'un m'être aussi proche, car la perdre m'avait presque tué. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Il s'approcha. Je te le dis, j'ai peur moi aussi. J'ai peur depuis le jour où tu as franchi cette porte. Peur de ce que tu fais à ces enfants. Peur de ce que tu me fais. Ce que je te fais. Tu me fais ressentir des choses. Sa voix s'est réduite à un murmure. Tu me donnes envie de choses. Des choses auxquelles j'ai renoncé depuis longtemps. Le cœur de Clara s'est arrêté. Il s'est remis à battre, puis s'est arrêté à nouveau. Caleb, je ne te demande pas de rester pour moi. Je n'ai pas le droit de te demander ça. Mais si tu restes, il tendit la main, rugueuse, chaude, tremblante, et la posa légèrement sur la sienne. Si tu restes, tu dois savoir dans quoi tu t'embarques. Cette vie n'est pas facile. Les hivers sont rudes. Le travail est sans fin. Et ces enfants, ils auront besoin de toi d'une manière que tu ne peux pas imaginer.
Ils dépendront de toi, t'aimeront, et si tu pars après ça, je ne partirai pas. Tu ne peux pas promettre ça. Moi, je peux. Clara lui serra la main. Je n'ai jamais eu de raison de rester. Personne n'a jamais voulu que je reste. Mais maintenant, je suis ici avec toi et ses enfants. Elle retint ses larmes. C'est la première fois de ma vie que j'ai envie de me battre pour quelque chose. La première fois que je crois qu'il y a quelque chose qui vaut la peine de se battre. Caleb la fixa du regard. Son visage était toujours impassible, mais ses yeux s'ouvraient peu à peu. Reste jusqu'à Noël, dit-il finalement. On verra le reste après. C'est ce que tu as dit avant. Je sais, je le répète. Il lâcha sa main et recula, mettant de la distance entre eux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Toi aussi. Passons d'abord la journée de demain. Ensuite, on en reparlera. Clara acquiesça. Ce n'était pas la réponse qu'elle espérait, mais c'était déjà ça. Très bien. Caleb se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Clara. Oui. Quoi qu'il arrive, il ne se retourna pas. Tu as offert à ces enfants le plus beau Noël qu'ils aient eu depuis 3 ans. Peu importe ce qui arrivera ensuite, je t'en suis reconnaissant. Il partit avant qu'elle n'ait pu répondre. Ce soir-là, après le dîner, Clara emballait les vêtements de Noël dans du papier craft et les déposait sous le petit sapin que Jake avait coupé et traîné à l'intérieur. Les enfants l'avaient décoré avec des guirlandes de popcorn et des flocons de neige en papier, et il trônait dans un coin comme une touche de joie rebelle dans une maison qui avait oublié comment faire la fête. Rosie était la dernière à se coucher, luttant contre le sommeil jusqu'à ce que ses yeux puissent à peine rester ouverts. Promets-moi de me réveiller quand ce sera Noël. Je te le promets. Promets-moi que tu seras toujours là. Clara lissa les cheveux sur le front de Rosie. Je te le promets. La fillette sourit et finit par s'endormir. Clara s'assit près du feu et fixa les flammes. La maison était désormais calme, paisible. Elle pouvait entendre Caleb s'affairer dans la cuisine, rangeant les derniers plats. Lorsqu'il revint, il ne dit rien, s'installa simplement dans le fauteuil en face d'elle et regarda les flammes danser. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment. Deux personnes qui avaient passé tant d'années seules qu'elles avaient oublié comment remplir le silence de mots. Mais ce silence n'était pas vide, il était plein, plein de questions. Aucun des deux ne savait comment poser les questions. Aucun des deux ne savait comment répondre. Finalement, Caleb prit la parole. « Parle-moi de ta mère. » Clara le regarda avec surprise. « Ma mère. Tu as dit qu'elle t'avait appris à coudre. Tu as dit qu'elle était la meilleure couturière de Philadelphie. Parle-moi d'elle. » Clara resta silencieuse un instant, rassemblant des souvenirs qu'elle se permettait rarement d'effleurer. Elle était petite, plus petite que moi-même, mais elle avait les mains les plus fortes que j'ai jamais vues. Elle pouvait travailler de l'aube jusqu'à minuit sans jamais se plaindre. Elle disait que l'aiguille était plus puissante que l'épée, qu'on pouvait changer le monde un point après l'autre. Elle semble remarquable. Elle l'était. Elle était aussi têtue qu'une mule et 2 fois plus opiniâtre. Mon père ne le supportait pas. Il voulait une femme calme qui restait à sa place. Au lieu de cela, il a eu une femme qui dirigeait sa propre entreprise et disait ce qu'elle pensait lors des dîners. C'est pour cela qu'ils se sont séparés? Clara secoua la tête. Ils ne se sont jamais séparés. Mon père a simplement disparu. Un jour, il était là. Le lendemain, il n'était plus là. Il a laissé un mot disant qu'il avait trouvé quelqu'un de plus convenable, quelqu'un qui comprenait sa place. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Nous étions mieux sans lui. Ma mère a construit cette boutique à partir de rien après son départ. Elle s'est tuée à la tâche pour me nourrir, me permettre d'aller à l'école, et quand j'ai été en âge de le faire, elle m'a appris tout ce qu'elle savait. Que lui est-il arrivé? Clara eut la gorge serrée. La tuberculose. Elle s'est battue pendant 2 ans. Elle a continué à coudre jusqu'à ce que ses mains ne puissent plus tenir l'aiguille. Le jour de sa mort, elle m'a fait promettre de ne jamais abandonner la boutique, de ne jamais laisser personne nous prendre ce que nous avions construit. Mais tu l'as quand même perdu. Le propriétaire a vendu l'immeuble. Le nouveau propriétaire voulait l'espace. 10 ans de travail partis en 30 jours. Clara rit amèrement. Tant pis pour les promesses. Caleb resta silencieux pendant un moment. Puis tu as tenu ta promesse. Quoi? Tu n'as pas abandonné. Tu es monté dans une diligence et tu es parti vers l'ouest pour recommencer à zéro. Ce n'est pas perdre, c'est se battre. Clara n'y avait pas pensé de cette façon. Elle avait considéré ces dernières semaines comme un échec,
une succession de catastrophes qui l'éloignaient de la vie qu'elle avait prévue. Mais peut-être que cela l'avait poussée vers quelque chose de mieux. À ton tour, dit-elle, parle-moi de Mary Ellen. Le visage de Caleb s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Par où commencer? Elle était à la fois rayonnante et orageuse. Elle riait plus fort que tous ceux que je connaissais. Elle pleurait aussi plus fort. Elle ressentait tout si profondément que cela m'effrayait parfois. Comment vous êtes-vous rencontrés? Lors d'une réunion paroissiale. J'avais 19 ans, je venais de quitter la ferme familiale et je cherchais ma voie. Elle avait 17 ans, c'était la plus jolie fille du coin et elle était bien trop bien pour moi. Mais elle m'a regardé à travers la salle paroissiale comme si j'étais le seul homme dans la pièce. Le coup de foudre. Quelque chose comme ça. J'ai passé 3 mois à essayer de trouver le courage de lui parler. Quand je me suis enfin décidé, tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Elle m'a dit, tu en as mis du temps. Je commençais à croire que tu étais simple d'esprit. Clara rit malgré elle. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. Elle était tout pour moi. La voix de Caleb se fit plus rauque. Nous avons passé 20 ans ensemble. Je pensais que nous en passerions 40 de plus. Puis la grossesse a mal tourné et il s'est arrêté, secouant de la tête. Le médecin a dit que c'était allé trop vite. Il a dit que personne n'aurait pu rien faire. Mais j'étais là quand elle est décédée. Je lui ai tenu la main. Et la dernière chose qu'elle m'a dite, c'est « Prendre soin de nos bébés ». Des larmes coulaient sur les joues de Clara. Elle ne les essuya pas. J'ai essayé. La voix de Caleb n'était plus qu'un murmure. Dieu sait que j'ai essayé, mais je ne suis qu'un éleveur qui ne sait ni cuisiner ni coudre et qui ne peut pas leur donner ce dont ils ont besoin. Je peux les maintenir en vie, mais je ne peux pas. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas les rendre heureux. Je ne sais plus comment faire. Clara s'est penchée en avant et a pris ses mains dans des siennes. Elles étaient rugueuses et calleuses, fortes et brisées. Tu n'as pas à faire ça toute seule, Clara. Je le pense vraiment. Tu portes cette famille sur tes épaules depuis 3 ans. Laisse-moi t'aider. Non pas parce que j'ai pitié de toi ou parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce qu'elle cherchait les mots justes, parce que j'ai passé toute ma vie à chercher quelque chose à quoi appartenir et je pense avoir enfin trouvé. Caleb la regarda. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par l'émotion qu'il avait enfouie depuis trop longtemps. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Ce ranch est à peine rentable la plupart des années. La maison tombe en ruine. Les hivers te briseront le cœur. Et ces enfants, ils t'aimeront tellement que ça en sera douloureux. C'est exactement ce que je veux. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Caleb expira comme s'il retenait son souffle depuis 3 ans. Ses mains se resserrèrent sur les siennes. Alors restez. Pas seulement pour Noël. Restez. Je pensais que vous aviez besoin de temps pour réfléchir. J'ai réfléchi pendant 3 ans. J'ai réfléchi à quel point cette maison est vide, à quel point les nuits sont calmes, à quel point ces enfants ont besoin de quelqu'un qui les voit comme vous les voyez. Il la regarda dans les yeux. J'ai fini de réfléchir. Je suis prête à recommencer à vivre. Le cœur de Clara se gonfla jusqu'à ce qu'elle pense qu'il allait exploser. Alors je resterai. Tu resteras. Je resterai. Ils restèrent assis là, à la lueur du feu, les mains entrelacées. 2 personnes brisées trouvant le courage de se reconstruire. Dehors, le vent s'était enfin calmé. La tempête qui les avait réunis était passée. Mais quelque chose de nouveau commençait. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Quelque chose qui ressemblait à un foyer. Lorsque le feu s'éteignit enfin, ne laissant que des braises, et que la maison se refroidit, ils se séparèrent pour la nuit, leurs promesses flottant encore dans l'air entre eux. Clara se rendit dans la salle de couture de Mary Ellen, qui était peut-être désormais sa chambre, et s'assit sur le lit dans l'obscurité. Demain, c'était Noël. Demain, tout allait changer. Elle s'endormit avec un sourire sur les lèvres et des larmes encore humides sur les joues. Et dans sa chambre, à l'autre bout du couloir, Caleb Thornton était éveillé dans l'obscurité, une main pressée contre sa poitrine où son cœur battait fort et régulièrement pour la première fois depuis 3 ans. Il s'était promis de ne plus jamais aimer, de ne plus jamais laisser quelqu'un s'approcher suffisamment de lui pour le blesser. Mais Clara Whitmore était arrivée avec une tempête de neige dans son sillage et avait bouleversé toutes ses convictions. Il était terrifié. Il était plein d'espoir. Il était prêt. Demain,
Il dirait à ses enfants qu'ils allaient recevoir plus que des vêtements de Noël. Ils allaient retrouver une famille. Le cri de Rosie réveilla toute la maison. Clara se redressa d'un bond dans son lit, le cœur battant à toute rompre, certaine qu'un événement terrible venait de se produire. Elle repoussa les couvertures et courut vers la porte, manquant de percuter Caleb dans le couloir. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-elle blessée? Mais Caleb souriait. Il souriait pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Écoute, Clara s'arrêta, et puis elle l'entendit. Ce n'était pas un cri de peur, mais de joie pure et débridée. Papa, mademoiselle Clara, il y a des cadeaux, de vrais cadeaux. Ils trouvèrent Rosie dans le salon, toujours en chemise de nuit, dansant autour du petit sapin, comme si c'était la chose la plus magique qu'elle ait jamais vue. Jake se tenait figé dans l'embrasure de la porte, fixant les paquets emballés avec une expression que Clara ne pouvait déchiffrer. Et Ezra pleurait. « Allons, allons! » Caleb s'agenouilla à côté de son plus jeune fils. « Qu'est-ce qui se passe? » Ezra secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il désigna le sapin, les cadeaux, le monde qui était soudainement devenu autre chose que ce à quoi il s'attendait. « C'est Noël, » murmura-t-il, « le vrai Noël. » Clara eut la gorge serrée. Elle regarda Caleb et vit ses propres émotions se refléter dans ses yeux. « On peut les ouvrir? » Rosie sautillait sur place. « S'il te plaît, papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Mangeons d'abord, papa. » Caleb rit. Il rit vraiment d'un rire qui transforma tout son visage. « D'accord, d'accord, vas-y. » Rosie se précipita sur les paquets. Elle attrapa le plus gros, celui de sa robe, et déchira le papier brun avec l'enthousiasme d'une enfant qui avait oublié ce que c'était que de recevoir un cadeau. Le papier tomba. Un tissu bleu se répandit dans les mains de Rosie. Elle resta complètement immobile. « Mademoiselle Clara », sa voix n'était qu'un murmure. « Vous m'avez fait une robe, elle vous plaît? » Rosie leva les yeux et son visage, ce visage doux, plein d'espoir et de chagrin, se couvrit de larmes. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Elle se jeta sur Clara avec une telle force qu'elles faillirent toutes deux tomber. Clara la serra fort dans ses bras. Cette petite fille qui avait tant perdu et demandé si peu, et laissa ses propres larmes couler. « Il y a des boutons, » sanglota Rosie. « De vrais boutons et un ruban. Et il est bleu, ma couleur préférée. » « Comment saviez-vous que le bleu était ma couleur préférée? »« Tu me l'as dit, ma chérie. »« Tu te souviens? »« Tu m'as écouté. Tu m'as vraiment écouté. » Bien sûr qu'elle l'avait fait. Comment aurait-elle pu ne pas le faire? Jake ouvrit son paquet à son tour. Ses mains bougeaient plus lentement que celles de Rosie, plus prudemment, comme s'il avait peur de ce qu'il allait trouver. Lorsque la chemise en laine marron apparut dans le papier, son visage devint inexpressif. « Tu as fait ça. Je l'ai faite pour moi. Pour toi. » Jake passa ses doigts sur le tissu, les coutures soignées, le col qui le protégerait du froid. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux restèrent fixés sur la chemise. « Maman nous faisait des vêtements pour Noël. Je sais, Rosie me l'a dit. Elle travaillait dessus en secret pendant des semaines, et le matin de Noël, on les trouvait sous le sapin, et elle faisait semblant de ne pas savoir comment ils étaient arrivés là. » Sa voix se brisa. « Je pensais qu'après sa mort, je pensais que ça avait disparu. Je pensais que personne ne le ferait jamais. » Il ne put finir sa phrase. Les larmes qu'il retenait depuis 3 ans finirent par couler. Et Jake, âgé de 11 ans et s'efforçant tant de devenir un homme, s'effondra. Caleb réagit le premier. Il serra son fils contre lui et le tint dans ses bras, tandis que le garçon sanglotait contre sa poitrine. Clara vit son propre cœur se briser et se réparer en même temps. « Tout va bien, » murmura Caleb. « Laisse sortir tes larmes. C'est ça. Laisse-les sortir. Elle me manque, papa. Elle me manque tellement. » « Je sais, mon fils, elle me manque aussi. Elle ne reviendra pas. Non, elle ne reviendra pas. » Jake s'écarta, essuyant son visage avec le dos de sa main. « Mais mademoiselle Clara est là maintenant, et elle nous a fait des vêtements de Noël comme maman le faisait. » Il regarda Clara, les yeux rougis. « Cela signifie-t-il qu'elle va rester? » Caleb et Clara échangèrent un regard. Ce n'était pas ainsi qu'ils avaient prévu d'annoncer la nouvelle aux enfants. Mais peut-être n'y avait-il pas de manière idéale. Peut-être n'y avait-il que la vérité. « Nous devons en discuter, » dit Caleb avec précaution. « Tous ensemble.
Elle s'en va, n'est-ce pas? La voix de Jake était monocorde. Je le savais. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Jake, ça va. Je m'en fiche. Mais son visage disait le contraire. Son visage disait qu'il s'en souciait plus qu'il ne pouvait le supporter. Jacob Thornton. Clara s'agenouilla devant lui. Regarde-moi. Il refusait. Il avait la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le sol. S'il te plaît, regarde-moi. Lentement, à contre-cœur, il leva les yeux. Je ne pars pas. Silence. Jake la fixait, craignant d'y croire. Quoi? Je reste ici avec toi, ton frère, ta sœur et ton père, si tu veux bien de moi. Mais le travail à Helena, il y a des choses plus importantes que le travail. Comme quoi? Comme la famille, le mot resta suspendu dans l'air. La famille, un mot si petit pour une chose si grande. Tu es sérieuse? La voix de Jake était à peine audible. Tu restes vraiment. Je reste vraiment. Quelque chose se brisa sur le visage de Jake, quelque chose qui le retenait depuis trop longtemps. Il jeta ses bras autour de Clara et la serra comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Merci, murmura-t-il. Merci, merci, merci. Rosie se joignit à l'étreinte, puis Ezra, jusqu'à ce que Clara soit entourée d'enfants qui avaient faim d'amour et qui avaient enfin, de quoi se nourrir. Quand ils se séparèrent enfin, Ezra tira sur la manche de Clara. Il y a encore un cadeau. Clara avait presque oublié le gilet. Elle avait mis tant d'elle-même dans ce gilet, les oiseaux, les coutures soignées, l'espoir qu'il lui parvienne d'une manière ou d'une autre. Ezra ouvrit lentement le paquet. Quand il vit le tissu vert, les oiseaux brodés le long de l'ourlet, il retint son souffle. « Tu as mis des oiseaux dessus. J'aimais bien les oiseaux de maman. » Le cœur de Clara s'arrêta. « Quoi? » Maman brodait des oiseaux sur tout. Elle disait qu'ils lui rappelaient la liberté. Elle disait que les regarder voler la faisaient se sentir moins coincée. Ezra leva les yeux, ses yeux sombres brillants. « Comment tu as su? » Clara pensa à la lettre de Mary Ellen cachée dans le coffre, le mot qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. « Prends-en soin, s'il te plaît. Je crois que ta maman me l'a dit, dit-elle doucement, à sa manière. Ezra acquiesça comme si cela allait de soi. Puis il fit quelque chose à laquelle Clara ne s'attendait pas. Il parla. Pas un murmure, pas quelques mots hésitants, mais une phrase complète prononcée d'une voix claire et assurée. « Je veux le porter à l'église. » Tout le monde se figea. Même Caleb avait l'air stupéfait. « Ezra, souffla-t-il. Tu viens de « Je veux le porter à l'église, répéta Ezra. Et je veux que mademoiselle Clara vienne avec nous. Et je veux... Sa voix trembla, mais il continua. Je veux qu'elle soit là aussi à Noël prochain. Clara ne pouvait ni parler, ni respirer. Ce garçon qui était resté silencieux pendant 3 ans, qui avait enfermé son chagrin là où les mots ne pouvaient l'atteindre. Il parlait vraiment, et c'était grâce à elle. Je serai là, parvint-elle à dire. Je te le promets, à Noël prochain et à tous les Noëls suivants. Ezra sourit. C'était un petit sourire rouillé, comme une porte qui n'avait pas été ouverte depuis trop longtemps, mais il était réel et magnifique. La matinée passa dans un tourbillon de joie, de larmes et de rires qui résonnaient dans la petite maison du ranch comme une musique. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble, des pancakes et du bacon, accompagnés d'un café assez fort pour réveiller un mort, et les enfants portaient leurs nouveaux vêtements avec une fierté si intense que Clara en avait la poitrine serrée. Après le repas, Caleb se leva et s'éclaircit la gorge. « Nous avons encore une chose à discuter. » Les enfants se turent. Clara sentit son estomac se nouer. « Mademoiselle Clara et moi avons parlé hier soir de l'avenir, de ce qui se passera quand la tempête sera passée. » Il fit une pause pour rassembler ses pensées. Elle a accepté de rester. Pas seulement pour l'instant, mais pour toujours. Le visage de Rosie s'illumina. Vraiment, vraiment, comme une maman? La question resta en suspens. Clara en ressentit tout le poids. L'espoir et la peur s'entremêlaient. « Pas comme ta maman, dit-elle prudemment. Personne ne peut la remplacer. Elle sera toujours ta maman, et tu ne dois jamais l'oublier. Mais j'aimerais être, chercha-t-elle le mot juste, j'aimerais faire partie de la famille. Si tu nous acceptes, nous t'accepterons. » Rosie se jeta dans les bras de Clara pour la 100e fois ce matin-là. « Nous t'accepterons pour toujours. » Jake était plus réservé, mais ses yeux disaient tout ce que ses mots ne pouvaient exprimer.
Il hocha la tête une fois, fermement et définitivement, et Clara comprit. Acceptation, confiance, espoir. Ezra lui prit simplement la main et la serra. Cela suffisait. Il y a autre chose. La voix de Caleb était rauque. Je dois vous dire quelque chose à tous. La pièce redevint silencieuse. Ces 3 dernières années ont été difficiles. Je sais que je n'ai pas été le père que vous méritiez. J'ai essayé de nous faire avancer, de nous garder ensemble, mais je sais que j'ai échoué à bien des égards. La cuisine, la couture, tout ce que votre maman faisait. Il prit d'une inspiration tremblante. Je pensais que je devais tout faire moi-même. Je pensais que demander de l'aide était un signe de faiblesse. Mais en observant Mlle Clara ces derniers jours, en la regardant avec vous, les enfants, j'ai compris que j'avais tort. Papa, commença Jake, laisse-moi finir. Caleb leva la main. J'étais tellement occupé à essayer de ne dépendre de personne que j'ai oublié ce que votre mère m'avait appris. Elle disait, l'amour, ce n'est pas être fort tout seul, c'est être fort ensemble. J'avais oublié cela. Après sa mort, je n'ai plus pensé qu'à survivre. Il regarda Clara et quelque chose passa entre eux que les enfants ne pouvaient pas voir, mais qu'ils comprenaient d'une certaine manière. Mademoiselle Clara me l'a rappelé. Elle est arrivée dans une tempête de neige avec pour seul bagage un sac d'aiguilles et les vêtements qu'elle portait. Et d'une certaine manière, elle nous a donné en 1 semaine plus que ce que nous avons eu en 3 ans. Sa voix se brisa. Je lui en suis reconnaissant, plus reconnaissant que je ne saurais le dire. Clara lui prit la main. Il la serra fort. Voici ce que j'ai en tête. Caleb se tourna vers les enfants. Mademoiselle Clara reste. Elle nous aide à la maison, vous apprendre ce qu'elle sait pour nous empêcher de nous effondrer. Et avec le temps, si elle le souhaite, elle deviendrait peut-être plus qu'une simple invitée sous notre toit. Tu veux dire comme un mariage? Les yeux de Rosie s'écarquillèrent. Tu vas épouser mademoiselle Clara? C'est... Nous n'avons pas, balbutia Caleb. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas encore. Nous nous connaissons à peine. Il y a une manière appropriée de faire les choses. Mais tu l'aimes bien aussi, et elle t'aime bien. Ce n'est pas la question. Et nous voulons tous qu'elle reste pour toujours. Oui, mais alors pourquoi ne pas l'épouser maintenant? Caleb regarda Clara d'un air désemparé. Elle se mordit la lèvre pour ne pas rire. Le mariage est une décision importante, ma chérie. Cela prend du temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Des mois, peut-être plus. C'est une éternité, se lamenta Rosie. Je ne veux pas attendre éternellement. Parfois, dit Clara doucement, les meilleures choses valent la peine d'attendre. Rosie réfléchit à cela. D'accord, mais tu promets de rester pendant que nous attendons. Je te le promets. Et tu promets que tu épouseras papa un jour, Rosie. Le visage de Caleb était devenu rouge. Je pense, dit Clara avec prudence. C'est quelque chose que ton papa et moi devons décider ensemble, en privé, sans que de petites oreilles nous écoutent. Rosie gloussa. D'accord, mais je pense que tu devrais l'épouser. Il est grincheux, mais il est gentil et il fait de bonnes crêpes. Je vais y réfléchir. La tension retomba. Caleb secoua la tête, toujours rouge, et les enfants éclatèrent de rire. Pendant un instant, la petite maison sembla pleine comme elle ne l'avait pas été depuis 3 ans. Pleine d'amour, pleine d'espoir, pleine de possibilités. La journée se poursuivit. Les enfants jouèrent avec leurs nouveaux vêtements, s'admirant dans le petit miroir accroché près de la porte. Jake aida Caleb à faire les tâches ménagères, marchant plus droit dans sa nouvelle chemise. Ezra s'assit près du feu et serra son nouveau gilet contre son petit corps. Et Rosie tournoyait et dansait et refusait catégoriquement d'enlever sa robe bleue. Clara les regardait tous et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. La paix. C'était ça. Une pièce dont elle ne savait pas qu'elle lui manquait jusqu'à ce qu'elle la trouve. Dans l'après-midi, Caleb la trouva dans la salle de couture. On peut parler? Bien sûr. Il ferma la porte derrière lui et s'appuya contre elle, plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu à propos de ce que Rosie avait dit. C'est une enfant. Elle ne comprend pas. Elle comprend plus que tu ne le penses. Caleb passa une main dans ses cheveux. Et elle n'a pas tort. Le cœur de Clara se serra. Que veux-tu dire? Je veux dire, s'arrêta-t-il, avant de reprendre. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que tout cela est fou. Mais quand je te regarde, Clara, quand je te vois avec mes enfants, Caleb, laisse-moi te dire ceci.
Il s'approcha. J'aimais Mary Ellen. Je l'aimais de tout mon cœur. Et quand elle est morte, j'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé que je ne ressentirais plus jamais cela pour quelqu'un d'autre. Je ne le voulais pas. Et maintenant, je ne suis plus si sûr. Ses yeux rencontrèrent les siens. Tu es entré ici il y a une semaine et tu as bouleversé tout mon univers. Mes enfants parlent, rient, pleurent. Ils ressentent des choses qu'ils ne s'étaient pas autorisés à ressentir depuis 3 ans. Et c'est grâce à toi. Ce n'est pas moi. C'est toi. Il prit ses mains dans les siennes. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où cela va nous mener. Mais je sais que je ne veux pas que tu partes. Je sais que lorsque je pense à l'avenir, tu en fais partie. Et je sais, dit-il d'une voix plus basse, je sais que je ne me suis pas senti aussi vivant depuis avant que Mary Ellen tombe malade. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Caleb, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je sais que c'est trop rapide. Je sais que je ne suis qu'un éleveur avec 3 enfants et une maison délabrée, et que je n'ai rien d'autre à offrir que du travail acharné et des hivers rigoureux. Mais si tu es prête à rester, si tu es prête à tenter ta chance, j'ai déjà dit que je resterai. Je te demande plus que ça. Il serra ses mains plus fort. Je te demande si tu pourrais, si tu en avais la possibilité. Il ne parvint pas à finir sa phrase. 3 années de chagrin lui avaient volé ses mots et le laissaient à la recherche de quelque chose qu'il avait oublié comment dire. Clara leva la main et lui caressa le visage. Sa peau était rugueuse, burinée par le soleil et le vent, et par des années de deuil. J'ai passé 10 ans à me dire que je n'avais pas besoin d'amour, que je n'en voulais pas, que j'étais mieux seul. Elle sourit à travers ses larmes. En fait, j'attendais simplement la bonne personne, la bonne famille, le bon foyer. Et tu penses que c'est peut-être ça? Je pense que j'ai traversé une tempête de neige et que j'ai fini exactement là où je devais être. Elle se pencha vers lui. Je pense que tes enfants ont déjà conquis mon cœur. Et je pense, dit-elle d'une voix plus douce, que leur père est en train de conquérir le reste. Caleb poussa un soupir qui semblait porter le poids de 3 années. Alors, on va vraiment le faire. On va vraiment le faire. En prenant notre temps. En prenant notre temps, mais en allant quelque part. En allant quelque part. Clara sourit. Ensemble. Il la serra contre lui, non pas pour un baiser qui viendrait plus tard, quand il l'aurait mérité, mais pour une étreinte. Elle posa sa tête contre sa poitrine et écouta les battements réguliers et puissants de son cœur. Merci, murmura-t-il dans ses cheveux. Merci d'être resté, merci pour les vêtements, merci d'avoir redonné leur enfance à mes enfants, merci de m'avoir donné une raison de rester. Ils restèrent là un long moment, enlacés, enveloppés de possibilités. Dehors, le soleil brillait sur la neige immaculée. À l'intérieur, 3 enfants riaient et jouaient, vêtus de leurs habits de Noël, comme d'une armure contre tout le chagrin qu'ils avaient enduré. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Pas encore. Des moments difficiles les attendaient, des tempêtes hivernales, des années de vaches maigres et les difficultés quotidiennes pour construire une vie ensemble. Mais debout dans l'atelier de couture de Mary Ellen, serrant dans ses bras l'homme qu'elle apprenait à aimer, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir, un espoir réel, solide et inébranlable. La tempête lui avait tout pris. Son travail, ses projets, son avenir soigneusement construit. Mais elle lui avait donné quelque chose de mieux. Elle lui avait donné un foyer. Plus tard dans la soirée, après un dîner de Noël que Caleb et Clara avaient préparé ensemble, imparfait mais comestible, brûlé sur les bords, mais fait avec amour, la famille se rassembla autour du feu. Racontez-nous une histoire, Mère Clara. Rosie était blottie contre elle, somnolente après le repas et l'excitation. Une histoire sur votre enfance. Quel genre d'histoire? Une histoire joyeuse. Clara réfléchit d'un instant. Tant de ses souvenirs étaient mêlés à la perte, à la solitude, à l'accumulation progressive de déceptions qui avaient endurci son cœur. Mais il y en avait aussi des joyeux, si elle cherchait bien. Quand j'avais à peu près votre âge, commença-t-elle. Ma mère m'a appris à faire mes premières pointes de couture. C'était difficile, tellement difficile que je me suis piqué au moins 10 fois. Mes doigts saignaient et je pleurais. Je lui ai dit que je voulais abandonner. Mais tu n'as pas abandonné. Non, parce que ma mère s'est assise à côté de moi, m'a pris la main et m'a dit « Clara Jane, les meilleures choses dans la vie sont celles pour lesquelles nous devons travailler. Si c'était facile,
tout le monde le ferait. Ta maman a l'air gentille. Elle l'était. Elle était de la meilleure. Comme notre maman. Clara regarda les trois enfants. Jake luttait contre le sommeil. Ezra était déjà à moitié endormi. Les yeux de Rose se fermaient contre son flanc, comme leur maman. Oui, dit-elle doucement, comme ta maman. Caleb croisa son regard à travers le feu. Il lui adressa ce sourire rare et précieux qui transformait tout son visage et articula deux mots. Merci. Clara lui rendit son sourire et articula sa propre réponse. Merci. Le feu crépitait. Les enfants dormaient et deux personnes qui avaient passé trop de temps seules étaient assises dans un silence confortable, regardant les flammes danser et rêvant de demain. Cela avait été le Noël le plus étrange de la vie de Clara. Cela avait aussi été le meilleur. Et alors qu'elle était assise là, avec un enfant endormi de chaque côté et un avenir plein de possibilités qui s'étendait devant elle, Clara Whitmore comprit enfin ce qu'elle avait toujours recherché. Pas un travail, pas un poste, pas une chambre à elle dans une ville pleine d'étrangers. Une famille. C'était ce qui lui manquait. C'était ce dont elle avait besoin. Et maintenant, contre toute attente, elle l'avait trouvé. Dans une tempête de neige, dans la maison d'un éleveur, auprès de trois enfants brisés et d'un homme qui avait oublié comment espérer, elle avait trouvé son foyer. La semaine qui suivit Noël passa comme de l'eau entre les doigts de Clara, trop vite pour être retenue, trop précieuse pour être gaspillée. La tempête s'est finalement calmée le soir du réveillon. Clara s'est réveillée et a trouvé Caleb déjà habillé, debout à la fenêtre avec son café, regardant le soleil se lever sur un monde nettoyé par la neige. Les routes seront dégagées demain, a-t-il dit sans se retourner. Clara a senti son estomac se nouer. Elle savait que ce moment allait arriver. Elle le redoutait et l'attendait avec impatience à parts égales. Et le télégraphe. Jake a écrit à la ville hier. Les lignes sont réparées. Les messages passent à nouveau. Tu l'as fait? Je n'ai rien envoyé. Caleb se tourna enfin vers elle. J'ai pensé que c'était à toi de décider. Clara eut la gorge serrée. Le poste à Helena, la vie qu'elle avait prévue. Tout cela l'attendait encore. Il lui suffisait d'envoyer un télégramme, d'expliquer son retard, de supplier qu'on lui donne une autre chance. Mais debout dans cette cuisine qui sentait le café, la fumée de bois et la maison, elle ne pouvait imaginer partir. Je n'enverrai rien non plus. Caleb baissa les épaules, soulagé, après avoir tenté de cacher son soulagement. Tu es sûr? J'ai déjà pris ma décision. Clara, je sais ce que tu vas dire, que je devrais y réfléchir, que je renonce à trop de choses, que j'allais le remercier. Puis elle s'arrêta, le regarda vraiment. Il y a 3 semaines, cet homme était un inconnu, un éleveur bourru et méfiant qui l'avait accueilli par nécessité, pas par gentillesse. Maintenant, elle ne pouvait imaginer un avenir sans lui. Nous devrions parler, dit-il, de la suite. Qu'est-ce que tu avais en tête? Caleb posa sa tasse de café et traversa la pièce. Il s'arrêta à un bras de distance, assez près pour la toucher, mais sans la toucher. Il y a une bonne façon de faire les choses, je le sais. Apprendre à se connaître, prendre son temps, mais ça fait 3 ans que je fais les choses comme il faut, et ça ne m'a mené nulle part. Mes enfants se noyaient, je me noyais. Et puis tu es arrivé, et il secoua la tête. Je ne veux plus perdre de temps. Clara, j'ai déjà trop perdu. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pouvait à peine s'entendre penser. Que veux-tu dire? Je dis, il prit une inspiration. Expire lentement. Je te demande si tu accepterais de considérer papa. Rosie fit irruption dans la pièce, sa robe bleue déjà sale après les corvées du matin. Mademoiselle Clara, les poules ont pondu tellement d'œufs. Venez voir, le moment fut brisé. Le visage de Caleb refléta un instant sa frustration, mais il se ressaisit avant que Rosie ne puisse le voir. Vas-y, dit-il doucement, nous en parlerons plus tard, plus tard. Clara s'accrocha à ce mot comme à une promesse. La journée se déroula au rythme habituel, entre les tâches ménagères, les repas et les petits moments qui, mis bout à bout, formaient quelque chose de plus grand. Mais sous la routine, la tension vibrait comme une corde pincée. Caleb trouvait sans cesse des raisons de se rapprocher d'elle, posant une main sur son dos en passant, effleurant son bras au dîner, croisant son regard à travers la pièce et le retenant un peu trop longtemps. Les enfants le remarquèrent. Bien sûr qu'ils l'avaient remarqué. « Papa n'arrête pas de te regarder bizarrement », annonça Rosie au dîner. « Rosie,
La voix de Jake contenait un avertissement. On dirait qu'il veut dire quelque chose, mais sa bouche ne fonctionne pas. Clara se mordit la lèvre pour ne pas rire. Le visage de Caleb était devenu rouge. Ça suffit, dit-il d'un ton bourru. Mange ton dîner. Tu vas l'épouser ou pas, Rosie? C'est juste une question. Tout le monde veut savoir. Même Ezra. Tous les regards se tournèrent vers le garçon silencieux. Ezra leva les yeux de son assiette et, pendant un instant, Clara crut qu'il n'allait pas parler. Je pense que mademoiselle Clara devrait rester pour toujours, dit-il clairement. Et je pense que si papa l'aime, il devrait simplement le dire. Le silence s'installa à table. Caleb regarda son fils comme s'il lui était poussé une deuxième tête. Ezra avait plus parlé cette semaine-là qu'au cours des 3 dernières années réunies. Mais là, c'était tout autre chose. Eh bien, dit Caleb d'une voix étranglée, je suppose que cela règle la question. Cela règle quoi? Demanda Rosie. Finis ton dîner. Puis il regarda Clara. Alors, mademoiselle Clara et moi devons avoir une conversation. Le repas dura une éternité. Ou peut-être était-ce seulement une impression. Chaque minute s'étirait comme du caramel, tandis que le cœur de Clara battait à tout rompre et que ses pensées s'embrouillaient. Que va-t-il dire? Que veut-elle qu'il dise? Finalement, les assiettes furent débarrassées et les enfants envoyés au lit. Jake s'attarda dans l'embrasure de la porte, le visage grave. Quelle que soit ta décision, dit-il doucement, soyez gentils l'un envers l'autre. D'accord. Clara acquiesça. Elle avait la gorge trop serrée pour parler. Jake disparut dans le couloir et ils se retrouvèrent seuls. Clara et Caleb seuls. Viens avec moi. Elle le regarda, surprise. Il fait un froid glacial dehors. Je sais, mais j'ai besoin d'espace. D'air. Je n'arrive pas à réfléchir ici. Elle comprit. La maison était trop petite pour ce qui allait se passer. Trop remplie de fantômes, de souvenirs et d'enfants aux oreilles attentives. Ils enfilèrent leurs manteaux et sortirent dans la nuit. Le froid frappa Clara comme un mur. Son souffle se transforma en brouillard. En quelques secondes, ses joues étaient en feu. Mais le ciel était une explosion d'étoiles. Plus d'étoiles que Clara n'en avait jamais vues de sa vie, dispersées dans l'obscurité comme des diamants sur du velours noir. Caleb la conduisit autour de la maison, passa devant la grange et arriva à une petite élévation où un seul arbre se détachait dans la nuit. Elle le reconnut d'une manière ou d'une autre. Elle savait qu'il était important. C'est ici que nous l'avons enterré. Clara retint son souffle. La tombe de Mary Ellen. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, dit Caleb doucement. Quand j'ai besoin de lui parler, de lui demander conseil. Que répond-elle? Elle ne dit rien. Elle est morte. Il fit une pause. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle écoute, qu'elle est toujours là, d'une certaine manière, à veiller sur nous. Clara ne savait pas quoi dire. Elle regarda la simple croix en bois, le nom gravé dessus par des mains aimantes, et sentit le poids de se tenir sur une terre sacrée. Je t'ai amené ici, continua Caleb, parce que j'ai besoin qu'elle fasse partie de cela. Quoi qu'il arrive ensuite, j'ai besoin qu'elle approuve. Approuver quoi? Caleb se tourna vers elle à la lumière des étoiles. Son visage était tout en ombre et en angle, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. J'ai aimé Mary Ellen de tout mon cœur. Quand elle est morte, j'ai cru que c'était fini. J'ai cru que j'avais donné tout mon amour et qu'il ne restait plus rien, Caleb. Mais j'avais tort. Il prit ses mains dans les siennes. Tu me l'as montré. Tu es arrivé dans une tempête de neige sans rien. Et d'une manière ou d'une autre, tu as redonné leur enfance à mes enfants. Tu m'as redonné espoir. Tu as donné à cette maison, à cette famille, une raison de continuer. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait. Il resserra son étreinte. Et je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que je devrais attendre. Je devrais te courtiser comme il se doit. Je devrais te laisser le temps d'être sûr. Mais j'ai trop perdu pour attendre. Sa voix se brisa. J'ai passé 3 ans à être prudent, patient, seul. Et j'en ai assez, Clara. J'en ai assez de me réveiller dans un lit vide. J'en ai assez de voir mes enfants grandir sans mère. J'en ai assez de prétendre que je suis suffisant alors que je sais que je ne le suis pas. Tu es suffisante. Je ne suis pas seul. Mais avec toi, dit-il dans un souffle tremblant, avec toi, je pourrais l'être. Nous pourrions être ensemble. Les yeux de Clara se rempliront de larmes. Est-ce que tu me demandes ce que je pense que tu me demandes? Je te demande de m'épouser. Les mots sortiront de sa bouche de manière brutale,
désespéré. Je te demande de rester, pas seulement pour les enfants, mais pour moi. Je te demande si tu pourrais aimer un rancher brisé qui ne sait ni cuisiner, ni coudre, ni exprimer ses sentiments. Caleb, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Je sais que je devrais. Oui. Il s'arrêta et la regarda fixement. Quoi? Oui. Clara rit à travers ses larmes. Je dis oui au mariage, aux enfants, au ranch, aux hivers froids et au travail acharné. Je dis oui à tout cela. Tu es sûr? J'ai traversé une tempête de neige pour venir ici. Je pense que c'était Dieu qui me disait quelque chose. Le visage de Caleb se transforma. L'inquiétude, la peur, les 3 années de chagrin, tout cela disparut, remplacé par quelque chose que Clara n'avait jamais vu chez lui auparavant. De la joie, une joie pure et sans filtre. Il la serra dans ses bras et la tint si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle s'en moquait. Elle enroula ses bras autour de lui et le serra tout aussi fort, laissant couler ses larmes, laissant le froid brûler ses joues, se laissant ressentir tout ce qu'elle avait eu trop peur de ressentir pendant 10 longues années. Je pensais que je serais seule pour toujours, murmura-t-elle contre sa poitrine. Je pensais que mon destin était de travailler, de survivre et de ne jamais appartenir à personne. Tu nous appartiens maintenant. Sa voix était rauque d'émotion. À moi et aux enfants, aussi longtemps que tu nous voudras. Pour toujours alors, pour toujours, ils restèrent là, sous les étoiles, enlacés, enveloppés de possibilités. Quelque part à proximité, l'esprit de Mary Ellen les observait. Clara en était certaine, elle les observait et approuvait, et enfin, elle lâchait prise. Quand ils rentrèrent à la maison, main dans la main, 3 petits visages étaient collés à la fenêtre. Ils reviennent, dit Rosie à travers la vitre. Papa a l'air heureux. Je crois qu'elle a dit oui. Clara rit. Tant pis pour l'intimité. Tu apprendras, dit Caleb d'un ton sec. Il n'y a pas d'intimité dans cette famille. Je peux m'en accommoder. La porte s'ouvrit brusquement avant qu'il ne puisse l'atteindre. Rosie se jeta sur Clara avec la force d'un petit boulet de coton. Tu restes vraiment, tu vas être notre... Elle s'arrêta soudain, timide. Comment dois-je t'appeler maintenant? Clara s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. Comment veux-tu m'appeler? Je peux? La voix de Rosie se réduisit à un murmure. Je peux t'appeler maman? Pas à la place de ma vraie maman, juste en plus. Le cœur de Clara se brisa. Elle regarda Caleb, vit les larmes dans ses yeux et sut que les siens étaient pareils. Tu peux m'appeler comme tu veux. Il n'y a pas d'urgence. Mais tu resteras pour toujours. Pour toujours. Rosie jeta ses bras autour du cou de Clara et s'y accrocha comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. Jake et Ezra restèrent en retrait, mais leurs visages en disaient long. De l'espoir, du soulagement, une joie si intense qu'elle en était douloureuse à regarder. Eh bien, Caleb s'éclaircit la gorge. Je suppose que c'est réglé. Qu'est-ce qui est réglé? Rosie recula, sautillant sur ses talons. Mademoiselle Clara et moi allons nous marier. Les enfants ont éclaté de joie. Rosie a crié. Jake a levé le poing en l'air, et Ezra, calme, prudent. Ezra s'est approché de Clara et a enroulé ses bras autour de sa taille. Je savais que tu resterais, a-t-il dit, la voix étouffée par son manteau. Je l'ai su dès le premier jour. Comment le savais-tu? Parce que maman t'a envoyé. Et a levé ses yeux sombres, clairs et assurés. Elle m'a entendu prier. Elle t'a envoyé pour prendre soin de nous. Clara ne pouvait plus parler ni respirer. Elle serra dans ses bras cet enfant sage, blessé et merveilleux, et laissa couler ses larmes. « Je pense que oui, murmura-t-elle. Je pense que oui. » Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard. Ce ne fut pas la grande cérémonie à l'église dont Clara avait rêvé quand elle était jeune. Ce ne fut pas la robe enchée, les compositions florales et les centaines d'invités qu'elle avait cousues pour d'autres mariés. Juste une petite cérémonie dans la pièce principale des Thornton, présidée par le révérend Hayes et avec les enfants comme témoins. Clara portait une robe qu'elle avait confectionnée elle-même à partir du tissu de Mary Ellen. Bleue comme la robe de Noël de Rosie, avec des boutons blancs et des rubans, et tout l'espoir qu'elle avait accumulé pendant 38 ans. Caleb portait son plus beau costume du dimanche, propre et repassé, et Clara ne l'avait jamais trouvé aussi beau. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit les siennes,
et sa voix se brisa 2 fois pendant les vœux, mais tout était parfait. Tout était parfait. Clara Jane Whitmore, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Oui. Et vous, Caleb Nathaniel Thornton, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Oui. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, bref, une promesse plutôt qu'une conclusion. Lorsqu'ils se séparèrent, 3 enfants se jetèrent sur eux dans une étreinte collective qui faillit les renverser tous par terre. Nous sommes une famille maintenant, s'écria Rosie. Une vraie famille. Nous avons toujours été une famille, dit Jake. Mais il souriait. Maintenant, nous sommes juste plus nombreux. Mieux, corrigea Ezra doucement. Maintenant, nous sommes meilleurs. Clara regarda son mari, et vit tout ce qu'elle avait toujours voulu refléter dans ses yeux. L'amour, le partenariat, un foyer. Je n'arrive pas à croire que tu sois resté, murmura-t-il à son oreille. Je n'arrive pas à croire que tu aies demandé. Tu nous as sauvés, Clara. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu nous as tous sauvés. Nous nous sommes sauvés les uns les autres. La fête dura toute l'après-midi. Les quelques voisins qui avaient pu venir malgré la neige apportèrent de la nourriture et leurs vœux de bonheur. La veuve Agnès Mallister pleura et serra Clara si fort dans ses bras qu'elle en eut mal aux côtes. Le révérend Hayes porta un toast qui fit rire et pleurer tout le monde à la fois. Et pendant tout ce temps, Clara ne cessait de regarder sa famille, et avait l'impression qu'elle allait se réveiller à tout moment et découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était réel, aussi réel que la bague à son doigt, aussi réel que les enfants qui l'appelaient Maman Clara. Un compromis qui honorait à la fois leur mère et leur nouvelle vie. Aussi réel que l'homme qui se tenait à ses côtés et la regardait comme si elle était le soleil, la lune et toutes les étoiles du ciel. Ce soir-là, après le départ des invités et une fois les enfants couchés, Clara et Caleb s'assirent ensemble près du feu. Elle s'appuya contre son épaule et il passa son bras autour d'elle. Ils regardèrent les flammes danser dans un silence confortable. « Tu es vraiment là, dit-il finalement. Je suis vraiment là. Je m'attends toujours à me réveiller. Moi aussi. » Il se tourna vers elle. « Es-tu heureuse, Clara? » Elle réfléchit à la question, y pensa vraiment. 1 mois auparavant, elle était seule à Philadelphie, regardant sa vie s'effondrer. 1 semaine auparavant, elle était une étrangère dans cette maison, incertaine de sa place. Et maintenant, elle était une épouse, une mère, un membre d'une famille qui avait besoin d'elle, qui la voulait et qui l'aimait pour ce qu'elle était. « Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été, » dit-elle honnêtement. « Plus heureuse que je ne pensais pouvoir l'être, même si c'est difficile ici, même si les hivers sont rigoureux et que le travail ne s'arrête jamais. Même si je suis grincheuse, têtue et attachée à mes habitudes, surtout à cause de cela, » dit-elle en souriant. « Tu es exactement ce dont j'avais besoin, Caleb Thornton. Je ne le savais tout simplement pas avant de te rencontrer. » Il l'embrassa, lentement, tendrement, avec beaucoup de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, le feu était presque éteint et la maison était calme. Mais Clara ne ressentait ni le froid ni l'obscurité. Elle ne ressentait que de la chaleur, de la lumière et de l'amour. Le printemps arriva tardivement dans le Montana cette année-là. Clara se tenait sous le porche, regardant la neige fondre dans les champs et écoutant les enfants jouer dans la cour. Jake poursuivait Rosie autour de la grange tandis qu'Ezra était assis sur la clôture et dessinait des oiseaux dans le carnet que Clara lui avait offert pour son anniversaire. 3 mois depuis le mariage. 3 mois de réveils matinaux, de longues journées et de travail qui semblaient ne jamais finir. 3 mois à apprendre à cuisiner sur un poêle à bois, à réparer les clôtures et à survivre dans une région qui ne pardonnait pas la faiblesse. 3 mois de la vie la plus heureuse que Clara ait jamais connue. Penny, pour tes pensées. Caleb apparut à côté d'elle, une tasse de café à la main. Il avait travaillé dans la grange toute la matinée et sentait le foin, les chevaux et la maison. Je pensais à Philadelphie. Ça te manque? Pas du tout. Elle prit de la tasse qu'il lui tendait. Je pensais à qui j'étais quand je vivais là-bas, à quel point ma vie me semblait insignifiante, à quel point j'étais seul. Et maintenant, je ne me souviens plus de ce que c'était que de se sentir seul. Caleb sourit, ce sourire rare et précieux qu'elle avait appris à chérir. Tant mieux. Ils se tenaient debout ensemble, regardant leurs enfants jouer,
sentant la première chaleur du printemps sur leur visage. J'ai reçu une lettre hier, dit Caleb, de la boutique en ville. Ils veulent savoir si tu serais prête à faire de la couture. Le bruit court sur ce que tu sais faire. Le cœur de Clara se remplit de joie. On dirait vraiment que tout le territoire a besoin de vêtements à raccommoder et de robes à confectionner. Ils sont prêts à payer cher aussi. Elle y réfléchit. Le travail qu'elle avait fait toute sa vie, les compétences que sa mère lui avait transmises, ils n'avaient pas à disparaître simplement parce qu'elle avait fondé une famille. Ils pouvaient faire partie de cette nouvelle vie, de celle qu'elle était en train de devenir. J'aimerais bien, dit-elle. J'aimerais beaucoup ça. Puis tout s'est mis en place. Caleb posa sa tasse et la serra contre lui. Ma femme, la couturière, la mère de mes enfants, ma partenaire dans tout. Ça semble beaucoup. Ça semble exactement suffisant. Clara se blottit contre lui, sentant son cœur battre régulièrement contre sa joue. Il y a 1 an, elle était une femme qui avait un plan. Un plan prudent et sensé qui ne laissait aucune place aux surprises, aucun espace pour l'amour. La tempête avait brisé ce projet. Et dans les décombres, elle avait trouvé quelque chose de mieux. Une famille qui avait besoin d'elle, un foyer qui l'accueillait, un amour qu'elle avait cessé de croire possible. Maman Clara. La voix de Rosie résonna dans la cour. Regarde-moi, regarde ce que je peux faire. Clara se retourna. Sa fille essayait de faire la roue dans l'herbe boueuse. C'était terrible, des bras et des jambes partout, plus tombants que roulants. C'était parfait. Je te vois, ma chérie. C'était merveilleux. Rosie rayonna et réessaya. À côté de Clara, Caleb gloussa. Elle va se casser quelque chose un de ces jours. Probablement, mais elle se relèvera. C'est ce que font les Thornton. C'est ce que font les Thornton, acquiesça-t-il. Et tu es une Thornton maintenant, Clara Thornton. Ce nom lui semblait encore étrange, mais il lui allait comme une robe qu'elle avait attendu toute sa vie de porter. Je t'aime, dit-elle. Les mots lui venaient facilement maintenant, après des mois de pratique. Je te l'ai déjà dit aujourd'hui, tu me l'as dit ce matin, hier et avant-hier. Eh bien, je te le redis. Caleb la tourna vers lui. Ses yeux gris comme le ciel du Montana, chaleureux comme la maison qu'ils avaient construite, exprimaient tout ce qu'il n'avait jamais su dire. Je t'aime aussi, Clara Thornton. Plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau. Plus que je ne savais en être capable. Vraiment? Vraiment, il embrassa son front. Maintenant, allons sauver notre fille avant qu'elle ne se casse le cou. Ils marchèrent ensemble dans la cour, main dans la main, entourés des rires des enfants qui avaient oublié comment pleurer et se souvenaient comment vivre. La tempête qui les avait réunis était loin derrière eux. La neige avait fondu, les routes étaient dégagées. Clara pouvait partir quand elle le voulait. Elle n'a jamais voulu partir. Elle avait passé toute sa vie à chercher quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, à suivre des plans qui ne menaient nulle part, à construire des murs qui empêchaient tout le monde d'entrer. Puis une tempête de neige avait tout emporté et l'avait laissée debout devant la porte d'un inconnu, avec pour seul bagage un sac d'aiguilles et un cœur qui avait oublié comment espérer. Elle était entrée dans cette maison sans rien attendre. Elle avait tout trouvé. Un homme qui l'aimait, des enfants qui avaient besoin d'elle, un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pas la vie qu'elle avait prévue, quelque chose de mieux, quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose qui valait toutes les nuits froides, toutes les journées difficiles et tous les moments de doute. Certaines tempêtes détruisent, certaines tempêtes démolissent tout ce que vous avez construit et vous laissent debout dans les ruines. Mais certaines tempêtes, celles qui comptent vraiment, vous ramènent chez vous. Clara regarda sa famille et sentit la vérité s'installer dans ses os. C'était là qu'elle avait sa place. C'était ce qu'elle était censée être. Pas Clara la couturière seule dans une ville d'étrangers. Clara Thornton, épouse, mère, la femme qui était restée, la femme qui avait enfin trouvé sa voie.